Aujourd'hui, cette fascination pour la décroissance, pour le principe de précaution, pour l'anti-science, est en train de faire sortir la France de l'histoire technologique et de l'histoire tout court. On est dans une économie qui est devenue une économie du mensonge. Et il y a très peu d'acteurs en Europe qui font vraiment de l'intelligence artificielle. Puis ils le font à toute petite échelle. Pour ce qui concerne Raoult et Greta Thunberg, je persiste et signe. Quand j'entends Greta Thunberg expliquer que les jeunes ne doivent pas aller faire d'études parce qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir, et que ça ne sert à rien de faire des études parce que le monde va disparaître, quand je l'entends tenir un discours ultra pessimiste sur l'avenir de la jeunesse et l'avenir du monde, je m'y oppose. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. On est parti avec Laurent Alexandre. Salut Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il est 14h Laurent, je crois que ça va, non? On est en décalage horaire? Oh, les Belges sont parfois atypiques. Je suis très content de t'avoir. Alors, après ce décalage de dernière minute, parce qu'en fait, tu devais faire le déjeuner de tes enfants, je crois, et du coup, il a fallu qu'on remette en début d'après-midi notre enregistrement. Donc, c'est donc toi qui fait la popote à la maison. Ouais, c'est toujours moi qui cuisine, oui. Il y a un gros sujet autour de la nourriture, je crois, chez Laurent Alexandre. Pour commencer, je te pose ma question habituelle. Laurent, je te propose de te présenter. Laurent Alexandre, donc, j'ai 60 ans, père de famille qui a fait à la fois de la médecine et puis de l'économie. En parallèle de mes études de médecine qui m'ont conduit à être chirurgien urologue, je suis passé par Sciences Po, HEC et l'École nationale d'administration. Et puis j'ai passé pas mal de temps dans les hôpitaux et en parallèle, j'ai créé une quinzaine de start-up en Amérique du Nord et puis en Europe, toutes dans le secteur de la haute technologie, avec une dimension informatique importante dans la plupart des boîtes. Très bien. Alors, ça pose pas mal de bases. En préparant cet échange, je ne sais pas si tu feintais la surprise, mais quand je t'ai dit que tu pouvais être considéré comme un peu sulfureux, tu me dis, ah bon, je sais pas. Et c'est vrai que si même je ne lis que alors ta page Wikipédia, le début, il me semble que on lit justement ce côté un peu peut-être provocateur, sulfureux quelque part. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, si je reprends le tout début, et on reviendra sur ce côté sulfureux, c'est ce que tu as cité sur tes études. Docteur en médecine, donc Université Paris 6, interne des hôpitaux de Paris en chirurgie urologie, Sciences Po Paris, MBA à HEC, l'ENA. Alors déjà, je pourrais te poser deux questions. Un, pourquoi tu as fait tout ça et pas Polytechnique? Et deux, pourquoi tout ça, en fait? Tu cherchais à battre un record? Non, mais quand j'étais jeune, j'avais une très bonne mémoire, donc j'avais pas beaucoup de difficultés avec les études. Donc j'avais la possibilité de faire en parallèle plusieurs types d'études. Et puis j'ai toujours aimé comprendre les choses de façon un peu holistique, un peu systémique. Et par ailleurs, mes collègues chirurgiens, quand j'étais jeune chirurgien, étaient dans une phase profondément aigrie. Ils regrettaient la chirurgie du début du XXe siècle, quand le chirurgien était puissant et davantage riche. Ils étaient très aigris,
comprenaient pas comment marchait la sécurité sociale. Ils avaient l'impression un peu paranoïaque que l'État leur en voulait. Et vraiment très jeune, je me suis dit pas ça, pas moi. C'est-à-dire, je vais pas passer ma vie à pleurer sur une chirurgie idéalisée du début du XXe siècle, avec des chirurgiens puissants, la race des seigneurs, à la fois SEI et SAI, avec le jeu de mots entre les seigneurs et les seigneurs qui font gicler le sang, qui est répandu chez les chirurgiens. Et donc j'avais pas envie de finir aigri, paumé dans un monde que je n'aurais pas compris sur le plan administratif, sur le plan politique, etc. Et j'ai voulu comprendre comment ça marchait. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait l'appareil d'État. J'ai voulu comprendre d'où venait le malentendu entre les médecins et l'appareil d'État. J'ai voulu comprendre comment décider un technocrate, même si j'avais pas vocation à finir dans un ministère. Et donc tout ça m'a beaucoup intéressé. Puis en plus, j'ai une curiosité intellectuelle qui est assez multiforme, et donc ça me passionnait de découvrir des nouveaux horizons. La découverte du droit international a été une profonde source de jouissance intellectuelle. L'approfondissement de mes connaissances en géopolitique, en droit administratif, en droit constitutionnel, tout ça était jouissif, oui. Donc ça m'a beaucoup plu. J'ai toujours beaucoup aimé étudier, et je continue beaucoup à étudier aujourd'hui encore. Alors pas dans un cadre universitaire, mais je passe de nombreuses heures par jour à apprendre des nouvelles choses, à apprendre des nouveaux territoires, à me réciter les choses pour être sûr que je les retiens, etc. Donc tout ça, ça vient du fait que j'avais une très très grande curiosité intellectuelle sur le passé, le présent et aussi le futur. Je voulais comprendre quelles étaient les grandes tendances. Et pour comprendre les grandes tendances, mon sentiment, c'est qu'il fallait connaître le passé, puis qu'il fallait connaître plusieurs champs de la connaissance. Très bien. Si je reviens sur comprendre comment fonctionnaient les technocrates et cette relation avec le corps médical, tu piques ma curiosité de fils de médecin, qui, je pense, mon père en tout cas, a un ressentiment assez fort envers les énarques en particulier. Tu peux développer un peu ce que tu as appris? Que l'appareil d'État est complexe, que les médecins sont le nez sur le guidon et ne comprennent pas la complexité du monde, qu'ils ont eu des connaissances juridiques et économiques qui sont catastrophiquement faibles, et que tout ceci fait qu'ils sont poujadistes, corporatistes, et paumés en ce début du XXIe siècle, ouais. Et puis ça va pas s'arranger parce que le monde va être de plus en plus compliqué et les médecins vont rester le nez sur le guidon. Il n'y a pas de formation économique pendant les études de médecine. Les médecins ne connaissent pas le monde. Donc leur ressentiment, leur aigreur va augmenter. C'est pas spécifique à la France, hein. Le médecin américain ne connaît pas non plus la géopolitique, le droit sanitaire, et puis les grandes tendances de notre société. C'est-à-dire, le médecin est un exécutant technique qui n'a pas une connaissance systémique du monde, une connaissance globale. Donc il est forcément, dans les périodes de mutation intense comme aujourd'hui, aigri, malheureux, et le technocrate, l'énarque, est un bouc émissaire parfait. Voilà. Donc tu t'es mis du côté du technocrate là-dedans? Absolument pas du tout. Et je suis retourné opérer quand j'ai fini l'ENA. Je suis retourné opérer à l'hôpital public, à l'assistance publique de Paris. Donc je me suis pas du tout mis du côté des technocrates, mais j'étais un médecin qui comprenait pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, et qui donc n'était pas aigri de la position relative des médecins face à l'appareil d'État et face aux technocrates. J'étais un médecin serein et qui aimait profondément la médecine, dans son aspect pratique, dans son exercice clinique. J'aime beaucoup la consultation médicale, j'aime beaucoup voir des patients, et qui en même temps comprenait comment fonctionnait la sécurité sociale et pourquoi les choses sont plus compliquées que les médecins l'imaginent. Je reviens sur ce que tu disais sur
justement les médecins qui connaissent pas le monde. Est-ce qu'il faut apporter une solution, enfin, notamment après, moi je peux constater que souvent les architectes ne savent pas faire du business, au moins quand ils sortent, les avocats non plus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut combler tout ça, parce que souvent c'est quand même enfin, on doit les former sur de la technicité très forte, notamment dans tous ces métiers. Et est-ce que pour autant, du coup, il faut leur faire des cours de droit, de marketing Est-ce qu'on a le temps? La réponse est bien évidemment non. Puis comme le niveau des médecins va beaucoup chuter dans les années qui viennent, de toute façon, on risque pas d'avoir des médecins qui connaissent à la fois la médecine, le droit et le business. Donc, ce qui caractérise la médecine de demain, c'est qu'une bonne partie des médecins vont être en fait plus proches d'officiers de santé ou de super infirmières que de vrais médecins. Pourquoi? Parce que traités comme sont les médecins, payés comme ils le sont, avec le niveau de contrainte absolument incroyable qu'il y a, eh bien, il y a que les mauvais qui vont venir. Et bon, quelques motivés ou masochistes, mais il n'y a qu'à voir le fait que les grands patrons de médecine font faire davantage une grande école à leurs gamins plutôt que médecine. L'attractivité de la médecine s'est effondrée. Et donc, le niveau des médecins va baisser. En plus, comme on a une démographie médicale très forte, hein, on va arriver à 250 000 médecins. Il n'y a pas 250 000 personnes capables d'être à la fois médecins, juristes, entrepreneurs, scientifiques. En France, il n'y a pas ce potentiel-là. Donc, une grande partie des médecins de demain vont être des exécutants. Et ils vont être d'autant plus des exécutants que face au développement des systèmes experts et de l'intelligence artificielle, même si l'intelligence artificielle n'a aucune vocation à être dotée de conscience artificielle et à remplacer l'homme, mais face au système expert, la plupart des médecins tels qu'on les forme aujourd'hui seront incapables de comprendre comment fonctionnent ces systèmes et seront de vrais exécutants. Il n'y a aucune chance que ce qui est en train de rentrer dans les écoles de médecine aujourd'hui forme demain des médecins capables d'être autonomes face aux intelligences artificielles médicales. Le décalage entre ce qu'il faudrait, 50 000 médecins de très haut niveau en France, avec des assistants autour d'eux, des infirmières spécialisées, des techniciens spécialisés, etc. Le décalage entre ce schéma-là et puis ce qu'on est en train de faire, 250 000 sous-médecins, va être absolument terrible. Mais c'est trop compliqué pour l'État de mettre en place un système de super médecins capables de comprendre la médecine de demain, capables de choisir, orienter, sélectionner les intelligences artificielles dans le futur, en étant entouré d'assistants. Le vrai schéma, c'est le schéma des cabinets d'avocats, avec des paralégaux de haut niveau, avec des techniciens de haut niveau et avec un exercice collectif des avocats. Donc on maintient un système privé. On maintient un exercice individuel des médecins qui sont tous seuls dans leur cabinet avec leur bite et leur couteau et leur secrétaire à mi-temps, très isolés, ayant beaucoup de mal à gérer leur formation médicale continue. C'est un schéma qui conduit à la médiocrisation de la médecine et au remplacement d'une partie importante du pouvoir médical par le pouvoir des algorithmes médicaux. C'est un choix que les médecins ne perçoivent pas et ne comprennent pas, mais c'est un choix qui a été fait par la collectivité. C'est-à-dire plein de sous-médecins plutôt que des médecins ingénieurs capables de comprendre la médecine de 2050. Alors, pour aller dans ce sens, moi, il y a des choses qui m'ont un peu surprise récemment. En effet, tu parlais de ta mémoire tout à l'heure. Alors, c'est notamment la différence entre le médecin que je connaissais étant petit, qui mémorisait beaucoup de choses, et aujourd'hui, on va dire cette recherche immédiate. Je ressens ça de temps en temps, hein, mais sur Internet, d'un certain nombre de choses. On pourra venir aussi sur Doctissimo plus tard, que tu connais bien. Et aussi, alors plus récemment, l'usage alors là, il se trouve que c'était un de mes tout premiers sponsors en l'occurrence, qui s'appelle Livy, mais d'une sorte tu connais un peu l'idée, hein, je sais pas si tu les connais eux, mais un peu comme le fait d'ailleurs aujourd'hui, je cherche le nom, pardon, c'était une énorme...
Acteur de la prise de rendez-vous médical. Doctolib. Doctolib, oui, mais c'est ça, des consultations en ligne. Et en fait, en amont de la consultation en ligne, sur Libé, on me posait énormément de questions. Et en fait, quand j'échangeais avec mon père là-dessus, que je lui montrais un peu comment ça fonctionnait, il m'expliquait que oui, ça faisait une sorte de pré-analyse des symptômes pour être capable d'orienter potentiellement très vite. Voilà, donc on sent une forme d'automatisation de cette partie, de même cette partie-là qui me semblait aussi avant très importante pour notamment les médecins généralistes. Tout ça, c'est des choses qui vont grossir très fort. La médecine personnalisée, orientée en fonction de nos caractéristiques biologiques, de nos caractéristiques génétiques, nécessite un traitement informationnel qui n'est pas à la portée d'un être humain. Le génome d'un individu, en données brutes, c'est 20 téraoctets, donc 20 000 gigas, 20 000 milliards d'informations par patient. Chacun d'entre nous a 1,5 million de mutations de son ADN par rapport à la référence, HumanRef, c'est-à-dire le gold standard. Dans sa vie 1,5 million de différences. Dans sa vie, je veux dire, pas... c'est un effet stock. C'est-à-dire, si on prend une de tes cellules et qu'on regarde les chromosomes de ta cellule, tu vas avoir, par rapport au génome de référence, 1,5 million de différences. D'accord, ok. Par rapport à la référence universelle qui est le gold standard. Donc, d'analyser notre ADN pour personnaliser nos traitements, notre prise en charge, ça suppose d'analyser 1,5 million de différences par rapport au gold standard, avec des interactions entre ces différences qui sont très importantes, qu'on appelle l'épistasis, et qui n'est pas accessible à un être humain. Aucun être humain ne peut analyser 1,5 million de mutations pendant une consultation de 15 minutes, déshabillage et rhabillage du patient compris. Donc, l'entrée des systèmes experts dans l'univers de la décision médicale est inévitable. Okay. La seule question qui se pose, c'est est-ce que les médecins participent au choix des algorithmes et à leur régulation, ou est-ce qu'ils obéissent, comme aujourd'hui une infirmière obéit aux prescriptions du docteur. Le schéma dans lequel on est entré, c'est la solution B, c'est la vassalisation et la disparition du pouvoir médical. Pour qu'il y ait des médecins autonomes, il faudrait des médecins ayant le niveau d'un ingénieur. Or, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Les médecins qu'on forme aujourd'hui ont un niveau très inférieur à un ingénieur. Et la non-attractivité de la médecine, même si la médecine reste un métier passionnant et que j'adore, que j'aime beaucoup, conduit à cette impasse. En réalité, pour être un médecin autonome en 2050, il faudrait avoir le niveau d'un polytechnicien ou d'un diplômé de MIT. Et le décalage entre un polytechnicien et le médecin de 2050, il va être absolument, hélas, considérable. Donc la solution, elle viendrait probablement du privé, avec des médecins qui seront potentiellement, comme tu l'as été dans une certaine mesure, mais un combo médecine, polytechnique, HEC. Oui, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. En réalité, le médecin va voir son rôle diminuer comme le pilote d'avion a vu son rôle diminuer. C'est un processus graduel. Il y a toujours des pilotes. Les pilotes continuent à être formés. Ils agissent avec l'avion, de moins en moins, mais ils continuent un peu à agir avec l'avion. Mais la quasi-totalité des décisions sont prises par les algorithmes et par l'ordinateur de bord. Il y a extrêmement peu de décisions qui sont prises par un pilote dans l'avion. De toute façon, avec les milliers de capteurs qu'il y a dans un Airbus A380, il serait impossible à un cerveau humain de retenir, de regarder et de manager les milliards d'informations qui chaque minute sont produites par les sondes. Donc de toute façon, il faut qu'il y ait une couche informatique entre les capteurs et puis le pilote. Cette évolution, on voit bien, elle est graduelle et en médecine, elle va se passer à peu près de la même façon et ça va conduire à ce que le médecin soit un exécutant avec un rôle social. Mais la plupart des médecins généralistes aujourd'hui sont davantage des assistantes sociales que des scientifiques. Ce qui est un rôle extrêmement important et que je sous-estime pas, par ailleurs. Donc, on va avoir une marginalisation du médecin en matière de décision médicale et puis un recentrage du médecin vers des fonctions d'assistante sociale avec une population précarisée, avec beaucoup de gens perdus dans la société telle qu'on a aujourd'hui. Le médecin va progressivement switcher d'un rôle technique
a un rôle plus psychosocial. Et en fond de tout ça, on va passer d'un moment où l'homme monitore la machine à ce moment où la machine monitore l'homme, en fait, si je comprends bien. Oui, alors la difficulté du monitorage de la machine, c'est que il y a un grand malentendu sur notre capacité à auditer un système d'intelligence artificielle et notamment de machine learning ou de deep learning. En réalité, par définition, nous ne sommes pas capables de comprendre comment un système de deep learning prend une décision donnée, compte tenu des variations très rapides des poids des neurones virtuels à cause de ce qu'on appelle la backpropagation, pour utiliser un terme un peu technique. Donc, l'illusion sur laquelle on va contrôler les systèmes experts est assez naïve. Mais il faut bien voir que on ne sait pas non plus ce qui se passe dans les 86 milliards de neurones du cancérologue quand il choisit une chimiothérapie plutôt qu'une autre. Donc, il n'est pas fondamentalement différent de ne pas savoir ce qui se passe dans les 86 milliards de neurones du cancérologue que de ne pas savoir ce qui se passe dans les neurones virtuels des dizaines de couches d'un réseau de neurones en deep learning. La question, c'est que ça n'est pas plus choquant en réalité, même si c'est choquant pour les docteurs et peut-être pour les malades. J'allais dire pas le problème, non, c'est pas forcément un problème, mais le constat, j'imagine, c'est que le nombre de neurones d'un cancérologue est limité, alors que celui d'une machine potentiellement peut continuer à grossir. Oui, mais enfin, on sait bien aujourd'hui qu'on ne fait aucun progrès en matière d'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire vers des intelligences artificielles capables d'être autonomes et d'avoir une conscience artificielle, contrairement à ce que certains ont cru vers 2015, notamment Bill Gates, l'astrophysicien Hawkins ou Elon Musk. En réalité, la phase actuelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le développement des réseaux de neurones du deep learning, pour simplifier, ne s'est accompagné d'aucun progrès vers des intelligences artificielles fortes. Donc on reste dans un monde d'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire capable de dépasser l'être humain sur des tâches techniques, mais sans aucune vision transversale, sans aucune multidisciplinarité, sans capacité d'appliquer un savoir à un autre, ce qu'on appelle le transfer learning, c'est-à-dire être capable de passer d'une tâche à une autre en transférant les patterns qu'on a appris. Tout ça est inaccessible aux intelligences artificielles et sans doute pendant très 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 longtemps. Donc on va garder des intelligences artificielles qui vont être cons comme une bite, mais capables de nous dépasser dans un nombre croissant de tâches techniques non multidisciplinaires. Alors c'est pas du tout dramatique pour les êtres humains qui vont trouver de très très belles niches écologiques. Et d'ailleurs ça va nous sortir de notre zone de confort parce que il est très intéressant de voir notre incapacité actuelle à prédire les endroits où l'intelligence artificielle nous écrabouille. Alors, il y a des domaines où on a cru que l'intelligence artificielle allait dépasser l'homme et où elle s'est vautrée. Et à l'inverse, il y a des domaines où l'intelligence artificielle fait beaucoup mieux que nous et qu'on n'avait pas vu arriver. Alors, il y a deux exemples qui sont magnifiques. C'est le repliement des protéines, où Google, au travers de sa filiale DeepMind, a réussi à développer des algorithmes qui permettent de prédire la forme d'une protéine. Et c'est très compliqué parce que il y a Google au cube possibilité de repliement d'une protéine à partir de sa base d'acides aminés pour une protéine de taille moyenne. C'est-à-dire Google au cube, puissance Google, c'est quand même pas mal. Suivi de 300 zéros de possibilités. Et Google DeepMind, donc la filiale londonienne de Google, a une capacité extrêmement fine de prédiction de la forme des protéines à partir de leur succession d'acides aminés. Et ça, on n'imaginait pas ça possible avant une 50aine d'années. De la même façon, en matière de jeux de Go, Google, toujours, au travers toujours de DeepMind, sa filiale londonienne, a développé AlphaGo qui a écrasé les 100 meilleurs joueurs de Go mondiaux. Alors qu'on estimait que pendant les 100 à 200 prochaines années, les ordinateurs ne pourraient pas jouer au jeu de Go compte tenu de la complexité du Go. Donc on s'est complètement trompé. Les principaux informaticiens à la fin des années 90 n'imaginaient pas qu'une machine puisse jouer au jeu de Go correctement avant le 22e siècle.
En réalité, ça fait déjà plusieurs années que Google a écrasé les joueurs de Go. Donc c'est intéressant de voir à quel point on est nul pour prévoir là où l'intelligence artificielle est forte et là où c'est notre cerveau qui est fort. Donc il y a de toute façon un effort qu'on a à faire, qui est un effort avec des répercussions philosophiques, politiques, économiques majeures. C'est où l'intelligence artificielle nous écrabouille et où est-ce que c'est nous qui ridiculisons l'intelligence artificielle. Et l'avenir de l'économie, l'avenir de nos organisations sociales dépend pas mal du territoire respectif de l'intelligence artificielle et puis de nos cerveaux biologiques. Et tu crois pas qu'il va y avoir une sorte de breakthrough, je sais pas, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 7 ans, tu vois, moi, dans ce que tu dis, ce qui m'avait marqué il y a quelques années, c'était de voir un discours du patron de General Motors qui disait on verra pas de voiture conduire toute seule avant je sais pas combien de temps. Alors je sais qu'il y a différents niveaux d'autonomie de voiture, mais 2 ans après, on voyait des Tesla qui quand même faisaient des choses astronomiques auxquelles c'est des choses très lui ne simples. s'attendait pas. Mais tu crois pas qu'il y a un moment où on va analyser un scanner, conduire une bagnole, analyser une formule sanguine, regarder une tumeur au microscope, c'est des tâches très simples. Et l'intelligence artificielle sait le faire très bien. En revanche, manager en intégrant des problèmes de ressources humaines, des problèmes techniques, des problèmes juridiques, des problèmes de susceptibilité psychologique au sein des équipes, ça c'est très 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 compliqué. Et l'intelligence artificielle ne sait pas le faire. Donc aujourd'hui, sur des aspects, sur des choses techniques, on peut avoir des breakthroughs et des ruptures. En revanche, fondamentalement, l'intelligence artificielle est très 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 limitée dans 4 conditions. Quand il n'y a pas beaucoup de data, et inversement, le cerveau humain est excellent quand il n'y a pas beaucoup de data, quand il y a beaucoup de données manquantes. Deuxièmement, quand c'est transversal, c'est-à-dire quand faut regarder dans plusieurs domaines un problème donné, l'intelligence artificielle est nulle et le cerveau humain est excellent. Quand les règles bougent, alors que l'intelligence artificielle est parfaite quand les règles sont fixes, comme au jeu de Go par exemple, et inversement, l'homme est parfaitement adapté à des règles mouvantes qui varient rapidement, alors que l'intelligence artificielle donc n'est pas capable. Hein. Si on rajoute des pions rouges et qu'on change les règles du jeu de Go, l'intelligence artificielle n'est pas capable de jouer. Okay. Alors que l'homme va être capable de jouer immédiatement en intégrant les nouveaux grêles. Et puis dernièrement, le dernier domaine où l'intelligence artificielle est aujourd'hui nulle, c'est le domaine de l'empathie, la gestion des sentiments humains, où la supériorité humaine est très très forte. Ce qui ne veut pas dire que l'intelligence artificielle ne soit pas capable de comprendre notre cerveau, et notamment, il est très troublant de voir que l'intelligence artificielle dépiste beaucoup mieux le risque suicidaire des malades que les meilleurs psychiatres. Donc l'intelligence artificielle est tout de même capable de comprendre certains aspects de notre cerveau pour nous manipuler, comme dans les grandes plateformes que l'on connaît, ou même pour déterminer les risques d'aggravation psychiatrique, et le suicide est quand même la plus grave des pathologies suicidaires, des pathologies psychiatriques. Donc le champ de ce qui est capable de faire. Comment elle fait ça ? On commence à le comprendre mieux aujourd'hui, et c'est plutôt rassurant sur son incapacité, au moins au XXIe siècle, de dépasser l'esprit humain dans toutes ses dimensions. Alors, je voudrais revenir sur... Quand il n'y a pas beaucoup de data, l'IA est nulle. Bon, ça semble assez évident, puisqu'elle ne peut pas apprendre, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, on a besoin de la... pourquoi l'homme est bon ? Parce que lui-même interprète ses datas tout seul. Parce qu'on a des heuristiques. C'est de l'instinct ? L'évolution darwinienne. L'évolution darwinienne nous a dotés de notre capacité à repérer des signaux, et notamment des signaux dangereux, extrêmement rapidement. Et ça, c'est une supériorité absolument extraordinaire. On le voit dans notre capacité à repérer très vite un serpent dans l'herbe, à repérer un danger, des bruits derrière un buisson, à imaginer que c'est un animal. Là où l'intelligence artificielle va être absolument catastrophique, nous, on est excellent dans la prédiction de ce qui est dangereux.
Notamment dans des choses qu'on n'a jamais vues et qui sont totalement instinctives, non? Qui sont instinctives et puis qui sont codées dans notre cerveau. Hein. La plupart des mammifères ont peur des serpents avant d'en avoir vu. Nous avons des peurs qui sont ancrées dans notre biologie et dans notre ADN en dehors Est-ce que tu as déjà entendu d'apprentissage. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la trypophobie? Non, c'est quoi ça? La trypophobie, c'est la peur des trous. Et en l'occurrence, c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques années et qui a été étudié. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est la machine, et notamment Google, qui a permis de découvrir cette peur, parce que les hommes n'étaient pas conscients que ça existait. Et en fait, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que c'est un truc que tu as dans le cerveau qui est imprimé, qui vient souvent, en fait, l'analyse qui est faite aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de gens cherchaient sur Google qu'est-ce que c'est que la peur des trous, et puis il y a eu des forums, et puis il y a eu des analyses faites par des médecins, comme le syndrome Harry Potter, on pourrait y revenir là-dessus d'ailleurs, et en l'occurrence, c'est la machine qui a permis de les découvrir, mais en l'occurrence, souvent les trous reviennent sur des patterns d'animaux venimeux qui ont, quand tu les regardes visuellement, des taches ou des choses qui reviennent assez souvent, que ce soit sur des crapauds venimeux, des serpents, peut-être même des araignées ou des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a une sorte de peur qui se crée pour un certain nombre de personnes et qui revient. Ça s'appelle la trypophobie, tu vois. J'aurais pu apprendre peut-être quelque chose à Laurent Alexandre. C'est toujours tu vas regarder ça, tu vas l'analyser, tu vas me défoncer par ailleurs dans un de tes tweets. Non, je serais intéressé d'avoir ton sentiment là-dessus quand tu auras eu le temps. C'est marrant parce que on a eu un début de podcast en off ce matin quand on a failli enregistrer, qui partait complètement ailleurs. Et moi, on va dire que la découverte que j'ai faite de Laurent Alexandre en un peu plus long format était sur ton intervention au Sénat, ou à l'Assemblée, au Sénat, je crois, hein, sur l'intelligence artificielle. En effet, il y a 3 ans, je dirais, 2017, 2017. Ouais. Je ne suis pas souvent démoralisé, mais je suis sorti de là démoralisé. Ça s'est senti un peu. Je me suis dit, on n'est pas prêt d'avoir une stratégie intelligence artificielle raisonnable, lucide, efficace, avec un tel niveau de méconnaissance des politiques sur ces sujets-là. C'est assez effrayant. Et avec un effet Dunning-Kruger, c'est qu'en plus les gens connaissent pas, mais ils ont l'impression de comprendre et de connaître. C'est ce qui est pire. Donc ils ne travaillent pas les sujets parce qu'ils pensent ne pas avoir besoin. Et c'est solutionnable? Il y a des endroits où déjà ça existe? Alors, parce que je me souviens, j'aime pas mal cette expression entre la comparaison entre les forces que sont les BATX, les GAFA dans l'absolu, et nous, ce nain que nous sommes en Europe notamment. Mais je veux dire, politiquement, au moins, tout ça est solutionnable, j'ai pas l'impression. C'est très difficile. D'abord parce qu'il y a beaucoup de pensées magiques. Les gens pensent qu'avec 3 sous, on est capable de mettre au point des stratégies d'intelligence artificielle. Les gens ne comprennent pas la complexité des problèmes de plateformes. Pourquoi les plateformes sont devenues si puissantes, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et puis leurs équivalents chinois. Et puis, les gens ne comprennent pas le rôle de la data. Ils ne comprennent pas que pour éduquer les intelligences artificielles, pour encore très longtemps, pour encore plusieurs décennies, il faut des montagnes de données. Et qu'on peut diminuer un tout petit peu la taille de la montagne de données pour éduquer des réseaux de neurones, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Et que donc les gens qui ont des grandes plateformes et qui stockent de la donnée ont un avantage énorme et un avantage durable. Or, comme l'Europe ne maîtrise pas le téléphone portable, ne maîtrise pas les operating systems, ne maîtrise pas les réseaux sociaux, les acteurs européens n'ont pas de données. Et donc, ils sont nuls en intelligence artificielle. Ce qu'ils masquent par le mensonge ou par le déni. Il est très, très amusant de voir que 40% des startups qui prétendent en Europe faire de l'intelligence artificielle n'ont pas le début du commencement d'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle attirant les pigeons, il est rentable de faire croire qu'on fait de l'intelligence artificielle, même quand on n'en fait pas. Parce que beaucoup d'investisseurs sont crédules, investisseurs publics ou banques d'investissement publiques ou les banques privées et les venture capitalistes. Il y a beaucoup de naïveté.
Donc on a une incitation de la part des gens qui développent des startups à mentir pour faire croire qu'elles font de l'intelligence artificielle. Donc on est dans une économie qui est devenue une économie du mensonge. Et il y a très 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 peu d'acteurs en Europe qui font vraiment de l'intelligence artificielle. Puis ils le font à toute petite échelle. Tu peux m'en citer quelques-uns? Alors je vais pas citer de nom, mais on peut prendre un acteur européen qui prétendait être extrêmement puissant et qui avait annoncé qu'il allait écraser Amazon il y a quelques années, un acteur français très médiatique avec à sa tête un brillant entrepreneur, storyteller. Et cette boîte s'est vendue pour 3 cacahuètes, alors qu'elle prétendait quelques mois auparavant tuer Amazon et notamment la filiale Alexa d'Amazon qui comporte 10 000 techniciens et ingénieurs. Donc cette économie du mensonge est délétère pour l'écosystème parce que bien sûr les investisseurs sont très déçus de se faire pigeonner. La plupart de ces boîtes qui prétendent faire de l'intelligence artificielle sans en faire vont crever la gueule ouverte. Et puis comme les investisseurs ne sont pas assez vigilants, on laisse des menteurs sur le marché piquer du pognon à des gens crédules et ça abîme l'écosystème, ça abîme la place. Donc, pour qu'on progresse, il faut aussi qu'on sorte de cette économie du mensonge et que on ne laisse pas les gens qui font de l'informatique traditionnelle raconter qu'ils font de l'intelligence artificielle parce que ça freine la prise de conscience de nos difficultés, ça nous maintient dans le déni. Puis ça empêche de développer des stratégies permettant de rattraper le retard européen. Mais où peut-on aller chercher cette data? Il n'existe pas de mine naturelle de data. Il faut réformer le RGPD, il faut permettre aux acteurs européens de stocker plus facilement de la data. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il peut y avoir une prise de conscience en Europe de notre effondrement en matière d'intelligence artificielle et des conséquences géopolitiques, militaires, scientifiques qui sont en train d'arriver. Il n'y a pas que des crétins à Bruxelles. Il y a des gens qui sont capables de comprendre ça. Je pense que la présidente de la Commission et Thierry Breton voient bien les difficultés de l'Europe en matière d'intelligence artificielle et de collecte de données. Donc je ne suis pas certain qu'on ne puisse pas réécrire le RGPD. Ça ne veut pas dire laisser le consommateur européen sans défense face aux acteurs de l'intelligence artificielle, bien sûr que non. Mais permettre à des acteurs européens de stocker plus facilement de la donnée, en garantissant bien sûr l'anonymat et la protection des lois fondamentales du consommateur, c'est indispensable et je pense que ça finira par arriver. L'Europe commence à comprendre l'extrême difficulté dans laquelle elle s'est mise en matière d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, ce qui me désole un petit peu, c'est que la stratégie actuelle de l'Europe est une stratégie de punition vis-à-vis des GAFAM. C'est-à-dire qu'on dit, on va leur mettre des impôts, on va leur mettre des taxes, on va limiter leur pouvoir. Mais notre problème n'est pas de limiter le pouvoir des GAFAM, c'est de faire émerger des grands acteurs d'intelligence artificielle en Europe. Et l'Europe doit comprendre une chose, c'est que c'est pas en cognant sur les GAFA qu'on va faire émerger mécaniquement des équivalents des géants européens de l'intelligence artificielle. Quand on a une petite bite et que sa femme vous quitte et prend un amant, c'est pas en filant une paire de baffes à l'amant de sa femme qu'on va avoir une grosse bite automatiquement. Et ben c'est pareil en matière d'intelligence artificielle. C'est pas en cognant sur les GAFA qu'on va faire émerger des plateformes d'intelligence artificielle européennes. Ma métaphore est un peu triviale, mais elle est fondée. J'ai retenu mon rire, mais oui. On pourrait passer des heures là-dessus, en effet. Alors, je crois que tu as quelques bouquins, quelques articles, un certain nombre de choses, et puis on y reviendra probablement, mais qu'on peut trouver à droite à gauche. On mettra des liens d'ailleurs sur où est-ce qu'on peut. Alors, principalement, je pense que Twitter, c'est là où tu partages l'essentiel de tes actualités. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ton parcours pour essayer de comprendre comment tu es devenu ce Laurent Alexandre à 60 ans, tu le disais. Toi, tu as créé en fait ta première boîte quasi à la sortie de l'ENA, en fait. Quelques mois après, c'est ça? Pas du tout, avant ma sortie de l'ENA. Mais il faut pas le dire. Okay, faut pas le dire. Okay. À l'ENA, j'étais déjà entrepreneur. Mais normalement,
Normalement, on n'a pas trop le droit, donc on va, Ça reste entre nous. on va Quelques militaires. pudiquement passer sur le sujet. Enfin, il y a prescription de toute façon, mais On voilà. peut pas trop tirer le diplôme, peut-être. Si. C'était Medcost, c'est ça? Non, j'ai créé avant Medcost. Medcost D'accord. 95, mais j'avais déjà créé des petites startups avant. Ok. Et que tu as. C'était revendu avant. Après, D'accord. au début des années 90. Très bien. On passe là-dessus. Tu veux en parler ou on peut en parler ou... Je préfère pas trop. Je préfère Ok. qu'on passe sur le sujet. Medcost, c'était un logiciel pour les médecins déjà? Alors Medcost, ça faisait de l'IT, ça faisait du web, c'était une ESS2I, et puis ça développait des applicatifs de communication pour les médecins, oui. C'est là où c'est là où j'ai vu la très très grande difficulté d'aider les médecins en matière de gestion de l'information. Très très grande difficulté. Dès le milieu des années 90. Très très grande difficulté. Et c'est là où j'ai compris que de toute façon on n'y arriverait pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour un médecin, il n'est pas humainement possible pour un médecin de connaître tout le champ de la médecine. Un médecin spécialiste ne peut pas connaître toute sa spécialité. Par exemple, dans ma spécialité, la chirurgie urologique, il n'y a aucun urologue qui connaît toute l'urologie correctement. Ça n'est pas possible. On peut pas à la fois être spécialiste des différents cancers, spécialiste de la génomique des cancers, de la greffe rénale et pancréatique. Les greffes du pancréas sont faites par les urologues en France. On peut pas tout faire, on peut pas tout savoir. Donc, à l'échelle d'une spécialité, on se sous-spécialise. Et alors, quant aux généralistes, il est strictement impossible pour un généraliste de connaître la totalité, donc il ne peut qu'orienter. Et donc, ça rend très, très, très difficile la tâche du généraliste et sa formation, parce que le périmètre à connaître est trop vaste, est objectivement trop vaste. On demande trop aux généralistes. Alors, on l'a dit, ça va se régler petit à petit avec les systèmes experts. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une vraie impasse sur la formation des médecins généralistes. Oui. Et là tu es sur une société dont Medcost, qui est à la fois, tu dis SS2I, donc une sorte de société de service qui t'a un petit peu servi de rampe de lancement pour d'autres sociétés, dont Doctissimo, c'est ça Ça m'a permis de rentrer dans le domaine de l'IT, de comprendre le web. Et effectivement, moi qui suis pas informaticien, ça m'a permis de progresser et de lancer Doctissimo, oui. Pourquoi tu t'es penché, c'est quoi le jour 1 de tout ça et de l'IT et de Laurent Alexandre qui rencontre tout ça? Parce que c'est pas si évident dans le milieu des années 90, quand tu as fait toutes ces études, de se retrouver finalement dans l'IT. Tu aurais pu faire, justement, je sais pas pourquoi, tu aurais pu être ministre, tu aurais pu être éminent chirurgien de telle ou telle chose. Et toi, tu décides d'aller te mettre dans l'IT. C'est quoi la découverte? C'est quoi l'étincelle qui a fait tout ça? J'ai été fasciné par l'évolution de la loi de Moore et de l'augmentation de la puissance informatique. J'ai trouvé cette dynamique absolument extraordinaire. Et puis le web m'a fasciné. Progressivement, quand il est devenu grand public, à partir du début des années 90, j'ai trouvé le lien hypertexte une innovation absolument révolutionnaire. Donc le sujet m'a passionné, m'a captivé, et j'ai essayé de rentrer dedans. Et moi qui n'étais pas informaticien, comme le sujet du web était totalement embryonnaire, finalement les cartes étaient rebattues. Donc j'ai pu comprendre, y compris les aspects techniques du web, en partant de zéro, parce que tout le monde partait de zéro. Donc j'ai appris par imbibition à partir du début des années 90, progressivement, alors même que je n'avais aucune compétence informatique. Mais je n'aurais pas pu devenir un coboliste ou devenir un spécialiste du Python en 5 minutes
à l'époque, mais je suis rentré dans le web à partir de de la compréhension de l'architecture du réseau, qui était relativement simple au début des années 90 et sur lequel on pouvait apprendre petit à petit, même sans être un spécialiste. Je reviens sur ce que tu dis sur l'idée révolutionnaire qu'est le lien hypertexte. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça parce qu'on l'a un peu oublié, c'est devenu tellement naturel, mais alors peut-être en particulier pour des gens qui ont soif de savoir comme toi et moi. C'est vrai que c'est complètement dingue quand on le découvre en fait la première fois. Oui, c'est fascinant. Et moi, ça a été une révélation. À partir de 89-90, quand le web s'est développé, et à partir du moment après où il est devenu grand public, j'ai été fasciné par ça, oui, fasciné. Alors on admire ton multitasking parce que on entend les notifs tu arrives à faire plusieurs choses à la fois, ouais. Ça dépend. Bon, j'arrête. Non, mais, tant que tu y arrives, moi ça me dérange pas. Non, excuse. Et je me reconcentre, mais je suis assez dispersé. Tu fais bien, tu fais bien de le signaler. Écoute, j'aurais pensé et appris quelque chose à Laurent Alexandre dans la même discussion. Je vais finir par plus me sentir. Fais attention parce que si je reviens sur la suite, Doctissimo, ça part de quoi? On voit sur Wikipédia que c'est une inspiration américaine. C'est quoi ton idée derrière tout ça? C'est de faire évoluer la médecine? C'est de devenir riche? C'est de continuer à assouvir cette envie de savoir? Tu peux m'expliquer le début de cette aventure et comment ça se crée? Moi, j'ai écrit au milieu des années 90 que le web allait révolutionner la médecine, et je l'ai cru. Alors, ça a été plus long que je l'imaginais, et donc j'ai cherché les points d'entrée dans le monde de la médecine à partir du web. Donc, j'ai créé le premier site web consacré à la médecine en 94, et puis qui n'était pas Doctissimo à l'époque, hein, et qui n'était pas très grand public et qui parlait plus d'économie de santé que de médecine clinique en vrai. Et puis petit à petit, je me suis passionné pour cet univers-là. J'ai eu l'opportunité de faire rentrer Medcost en bourse en 2000 à la bourse de Paris, au nouveau marché, au moment de l'effondrement de la bulle Internet. Et en parallèle, j'ai développé Doctissimo, qui était une structure différente de Medcost, mais j'ai fait racheter Doctissimo par Medcost. Et donc j'ai vendu Doctissimo à Medcost, ce qui correspondait en fait à une fusion entre Medcost, dont j'étais actionnaire très prépondérant, et puis Doctissimo, dont j'étais aussi actionnaire majoritaire. Ce qui t'a permis de faire cash out? Au moment, non, j'ai pas sorti d'argent au moment du rachat de Doctissimo par Medcost. J'ai vendu mes parts pour un franc symbolique. Ok. De toute façon, comme j'étais actionnaire très majoritaire des deux, ça a été parfaitement neutre pour moi d'un point de vue financier. Et puis après l'éclatement de la bulle, j'ai eu l'énorme chance qu'il n'y ait plus personne, parce que plus personne ne croyait au web. Et donc 2001, 2002, 2003, début 2004, il n'y avait aucun concurrent. Personne ne s'intéressait au web. Je me souviens des gens de Elle, je me souviens des gens qui faisaient des magazines féminins, santé, ils se moquaient de Doctissimo, qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait pas de chiffre d'affaires, et nous on était tout seuls. Alors et tu ne doutais pas? Tous les autres portails web ont fait faillite, ont fermé. Planète Médica, C'est votre santé de Michel Barzac, malgré des investissements en centaines de millions. Parce que des portails santé, il y en a eu beaucoup. Alors, en 2002-2003, j'ai beaucoup douté. J'ai beaucoup douté parce que, par exemple, en 2000, j'ai fait 1750 francs de chiffre d'affaires. Et c'est pas beaucoup. Et j'ai bouffé 30 millions de francs. Donc c'est vrai que quand on bouffe 30 millions, alors c'était pas des euros, c'était des francs français, mais quand on bouffe 30 millions et qu'on fait 1750 francs de chiffre d'affaires, on s'inquiète quand même sur le business model.
Alors, en 2001, ça ne s'est pas arrangé, c'était catastrophique. 2002 a été catastrophique. 2003 a été très très mauvais. Mais moi, j'étais confiant parce que l'audience explosait. Et Ok. le développement des lignes ADSL à haut débit permettait aux gens de surfer de plus en plus vite. Et il y avait vraiment une très très forte croissance de l'audience et le business model publicitaire a fini par arriver. Et quand j'ai vendu Doctissimo, j'arrivais à 7 millions de bénéfices nets en base annuelle. En euros. C'était en euros, pas en francs. Donc c'était une entreprise extrêmement rentable parce qu'il y a très peu de coûts fixes. J'avais monté une boîte qui fonctionnait vraiment à l'économie. On dépensait très très peu. On avait beaucoup restructuré ça avec mon directeur général Cédric Tournet, qui est toujours un ami d'ailleurs, et avec qui on a recréé des startups tous les deux. Et qui est un remarquable connaisseur de Google, du référencement, et qui connaissait très 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 bien le web. On avait créé une boîte très agile et qui dépensait très très peu d'argent. On était beaucoup mieux organisé que les géants des médias. Et notre audience était tellement forte qu'on ridiculisait tous les groupes médias. Au féminin et nous, on avait acquis des audiences absolument extraordinaires. Hein. On faisait chacun 2 millions de visiteurs chaque jour. Et donc, les grands groupes médias qui cherchaient de l'audience entre 2007 et 2008 nous ont achetés parce que ils en avaient marre d'être ridicules sur le web et ils voulaient avoir des visiteurs. D'ailleurs, quand Lagardère m'a racheté, j'ai fait exploser l'audience web du groupe Lagardère, qui a nettement plus que doublé en matière d'audience. De toute façon, si je lis entre les lignes, t'avais. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour m'en souvenir à cette époque, hein, mais il y a quand même un moment où on se disait, tu peux avoir des millions et des millions et des millions de visiteurs, de toute façon, ça ne vaut rien. Ça a existé pendant quelques années, ce discours, quand même. Donc, oui, mais le business publicitaire a fini par apparaître. Et il y a eu, finalement, il y a 3 périodes sur les modèles publicitaires. La première période, il n'y a pas de pognon et on n'a pas de visiteurs. Et on n'a pas de recettes par visiteur. C'est jusqu'à 2004-2005. Après, on a une période bénie qui est 2005-2010. On a plein de visiteurs. La publicité arrive massivement sur le web et les sites web se font des couilles en or quand ils ont beaucoup d'audience. Puis à partir de 2010, on a un nouveau phénomène, c'est qu'en réalité, les petits éditeurs, et Doctissimo en fait partie, même si Doctissimo avait 2 millions de visiteurs par jour, les éditeurs web indépendants perdent du chiffre d'affaires parce que ce sont Google, Amazon, Facebook qui récupèrent la pub. Aujourd'hui, 86% de la pub aux États-Unis est concentrée sur Google, Amazon et puis Facebook. 86%. Donc il reste 14% pour tous les autres acteurs, y compris les grands comme le New York Times, comme les networks de télévision, de radio, les grands médias qu'on connaît. Donc 3 phases. Une phase catastrophique, un Éden qui a duré maximum 5 ans, et puis l'arrivée des grandes plateformes qui ont piqué le marché publicitaire et qui ont euthanasié les petits acteurs. Alors aujourd'hui, même quand on a de l'audience, ça vaut rien parce que les gens ne savent pas personnaliser correctement la pub, alors que Google, Facebook et les autres le savent parfaitement parce qu'ils nous connaissent et qu'on laisse beaucoup d'informations chez eux. Donc ces 3 phases ont été un peu troublantes. Alors j'ai vendu au bon moment. Et évidemment, j'aurais pu vendre un tout petit peu plus tard, j'aurais pu vendre en 2009-2010, mais c'était le summum de la valorisation pour les indépendants. Après, les choses sont redevenues difficiles et c'est un secret pour personne de savoir que Lagardère a revendu Doctissimo à TF1 il y a quelques mois pour une bouchée de pain. Oui, on est à nouveau dans ce qu'on a vu des éditeurs web et qui va pas s'arranger tout de suite parce que la capacité de personnalisation de la publicité par les géants de l'intelligence artificielle est tellement supérieure à ce qu'il est possible de faire sur les sites web traditionnels que la prime aux grandes plateformes va persister au moins plusieurs années. C'est ces phénomènes qu'on a vus sur de toute façon tous, hein, en effet, au féminin. Je crois que tu as travaillé aussi avec des high médias et puis tous les grands médias d'ailleurs plus traditionnels qui en effet
patine un peu au niveau des modèles, sauf quand tu es éventuellement sur un modèle d'abonnement, quoi. Mais en effet, la difficulté. Et tu crois que ça va pouvoir revenir pour tu dis pas encore, mais tu crois que ces médias vont pouvoir, des Doctissimo ou des gens qui vont pouvoir recommencer à faire de l'argent grâce à leurs audiences à un moment? Je ne le crois pas. Avec des modèles publicitaires, je ne le crois pas. Jamais au féminin ne sera capable de personnaliser la publicité aussi bien que Facebook le fait. Jamais, jamais, jamais. Donc, les indépendants vont rester très fragiles pendant longtemps. C'est que les modèles finalement de niche que tu peux trouver sur certaines newsletters très pointues, sur certains médias très pointus, certains podcasts très pointus aussi peut-être qui vont continuer à fonctionner Et ça fait parce que tu adresses business model sympathique. Mais Hmm. ça permet pas de valoir les 2000 milliards d'un Apple ou les 1000 milliards d'un Amazon ou les 1000 milliards d'un Google. Donc ça fait des petits acteurs sympathiques, ça nourrit les propriétaires de ces médias de niche, mais ça permet pas de créer des géants de l'intelligence artificielle comme sont les GAFA et les BATX chinois. Donc ça ne règle pas le problème géopolitique et le problème économique, industriel de l'Europe. Ça règle le problème de fin de mois du propriétaire de ces petits médias de niche. Ce qui n'est pas nul, mais à l'échelle du continent européen, c'est pas une solution. Alors on est passé très vite sur l'aventure d'Octissimo. Tu sais que je peux, moi, sur certains de mes épisodes, passer 1 heure et demie sur les 4 premiers jours j'exagère, mais de la création d'une boîte. Je voudrais juste revenir sur quand on t'écoute ici et ailleurs, hein, moi quand je t'écoute depuis près d'1 heure et quand je te lis et que je te regarde sur des vidéos, on a ce sentiment de maîtrise de ta part, de beaucoup de sujets, d'assurance assez forte dans tes propos. Qu'est-ce que ça donne un Laurent Alexandre qui doute dans ces années 2002-2005? Je veux dire, tu as jamais pensé à jeter l'éponge? T'avais jamais? Non, j'y croyais parce que l'audience montait. Et elle montait de façon exponentielle. Elle partait de très bas, mais elle montait. Et d'ailleurs, je connaissais beaucoup de métriques sur mon audience, comme j'ai une mémoire quasi photographique des chiffres. Donc, je connaissais des centaines de milliers de chiffres. J'avais des centaines de milliers de métriques en tête. Et j'étais confiant. J'étais confiant à cause des métriques d'audience qui étaient très, très positifs. Mais à la fin, au moment où j'ai vendu, l'audience de Doctissimo était passée en un an d'1 million de visiteurs jour à 2 millions de visiteurs jour. On était en phase d'explosion de l'audience. Et si aujourd'hui je te disais, je te refile Doctissimo pour gratuit et que l'audience monte, tu serais plus très confiant, nonobstant le fait que cette audience monte? Non, aujourd'hui, ce serait difficile face à la puissance de Facebook et de Google. D'exister sur ces marchés-là resterait très, très difficile. Je reviens sur cette question et sur ce doute. Tu es conscient de cette posture que tu as d'assurance notamment et par rapport à toutes ces choses-là où c'est quelque chose qui a toujours été là, c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose qui est venu Non, mais si je doute comme tout le monde, je m'interroge comme tout le monde. Si je doutais toute la journée, je serais au fond de mon lit et je ne ferais rien. Donc il y a un équilibre psychologique complexe entre des convictions et puis des doutes. T'as eu des gros fails, des grosses gamelles? Ah, bien sûr, évidemment. De toute façon, si on plante pas des boîtes, c'est qu'on n'a pas pris assez de risques. C'est quoi tes plus belles gamelles? Si j'avais créé 10 garages dans ma vie, j'aurais eu 0 catastrophe. Donc, à partir du moment où on prend des paris technologiques osés, violents, durs, très risqués, on a forcément des plantages. Tu peux m'en partager un ou deux? Oh, ben j'en ai eu plein. J'ai développé un site de commerce électronique dans l'habillement qui s'est vautré lamentablement. J'ai créé un journal il y a 25 ans qui s'est vautré
après des efforts absolument énormes, je me suis vautré, et complètement vautré. Non, j'ai eu, un journal papier? Ouais, j'ai eu pas Il mal. s'appelait comment? Clinique Internationale, D'accord. qui était un petit journal que j'avais développé avec mon ami Philippe Rolandin, qui est un vieux copain du monde de l'économie de la santé. Donc non, je me suis déjà vautré. Je me suis déjà vautré pas mal de fois. Mais si je m'étais pas vautré, ce serait la certitude que je suis allé dans des secteurs pas assez technologiques et pas assez risqués. Or, quand on est prêt à assumer du risque et qu'on aime la technologie, on a un devoir et une responsabilité qui est de développer des entreprises de tech à risque. C'est-à-dire, si moi, mes capitaux, je les investis dans des sociétés non risquées traditionnelles, je rends pas service. Je rends service par ma capacité à investir dans des domaines compliqués sur le plan technique et très risqués. La plupart des entrepreneurs ne peuvent pas prendre de risques parce que ils n'ont pas assez de capitaux pour pouvoir risquer de tout perdre sur une boîte, alors que moi je le peux. Donc j'ai une responsabilité en tant qu'entrepreneur de tech à prendre des risques, à faire avancer des technologies pour améliorer la prise en charge des malades, pour améliorer le bien-être des malades, pour améliorer certaines technologies sur lesquelles on n'a pas encore de traitement. Donc, je considérerais comme scandaleux que j'achète des chaînes de garages. Mais effectivement, si j'achetais des garages, j'en planterais zéro a priori, parce que je pense que je suis capable de gérer un garage. C'est une technologie qui est assez peu mouvante. Quand je vois sur une section, alors je sais que Wikipédia fait pas toujours l'unanimité, mais présence médiatique, je lis Laurent Alexandre dispose d'une forte présence médiatique au cours des années 2010 après avoir limité sa parole publique à des interviews sur l'économie d'Internet et l'avenir de la recherche génétique. Si je corrèle ça à peu près à ton premier fait de gloire d'entrepreneur, en tout cas d'une session de Doctissimo, est-ce que tu t'es ouvert à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, alors j'ai l'impression, et on y viendra aussi, mais que beaucoup de gens te détestent, qu'on t'assimile à plein de choses, alors notamment à quelqu'un d'extrême droite, par moment, ce que tu, je crois, récuses avec véhémence. C'est quoi la backstory, l'histoire derrière tout ça, en fait, de Laurent Alexandre qui se met à sortir médiatiquement et à dire tout ce qu'il peut? C'est normal quand on a un background scientifique, qu'on est en pleine révolution technologique, et on est dans un tsunami technologique, et qu'on a une formation économique, qu'on est énarque, donc on s'intéresse un peu à la politique. Il est normal d'exprimer des opinions sur la technopolitique, c'est-à-dire la régulation de la technologie. Ça fait longtemps que je suis persuadé que la régulation du tremblement de terre technologique autour des technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et les sciences du cerveau va être très compliqué et va être un enjeu politique majeur. Et mes prises de position médiatiques, mes bouquins, mes tribunes, j'ai écrit 140 tribunes dans l'Express par exemple, et j'en ai écrit pas loin d'une centaine dans le Monde. Et c'est pas les seuls journaux où j'ai écrit, mais ma présence médiatique, elle est motivée par le fait d'expliquer ces enjeux-là et la difficulté de la régulation de la technologie. Et alors, bien sûr, j'ai été critiqué, et dès qu'on intervient, on est critiqué. On a même été raconté que j'étais côté Manif pour tous et Sens commun parce que je suis allé parler à de nombreuses reprises chez les gens de la Manif pour tous. On oubliait juste de dire que j'y étais pour exprimer mon soutien au mariage gay, à la PMA pour tous et pour toutes et à la GPA. Donc ma présence à la Manif pour tous en tant qu'opposant
opposition de la Manif pour tous, et en tant que défenseur des droits équivalents entre les gays et les lesbiennes et puis les gens straight, ma présence en tant qu'opposant a été transformée en un acquiescement des prises de position anti-mariage gay de la Manif pour tous. Donc on a inversé ma position et on m'a fait passer comme un catholique intégriste facho. Franchement, ça me lasse, et deux, j'en ai un peu marre d'avoir à rappeler mes vraies positions sur ces sujets-là. En revanche, mais même d'ailleurs, je peux pas en revanche, je vais retirer ça, sur cette, tu vois, ce que tu expliques sur la Manif pour tous et le fait d'aller t'exprimer sur des tribunes de la Manif pour tous contre la Manif pour tous, le fait de tacler Greta Thunberg ou le professeur Raoult cette dernière année, on a l'impression que tu es volontairement provocateur, ou en tout cas de temps en temps on peut percevoir quelque chose. Non, mais là, pour ce qui concerne Raoult et Greta Thunberg, je persiste et signe. Quand j'entends Greta Thunberg expliquer que les jeunes ne doivent pas aller faire d'études parce qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir, et que ça ne sert à rien de faire des études parce que le monde va disparaître, quand je l'entends tenir un discours ultra pessimiste sur l'avenir de la jeunesse et l'avenir du monde, je m'y oppose. C'est-à-dire que les jeunes penseurs ne doivent pas mettre toute la jeunesse sous Prozac. D'ailleurs, c'est le sens de mon dernier bouquin, Jouissez et jeunesse, qui s'oppose aux thèses de Greta Thunberg. Oui, je suis contre ces gens qui, sous prétexte qu'ils sont malheureux et qu'ils ont des problèmes personnels graves, ce qui est le cas de Greta Thunberg, veulent convaincre la totalité de la jeunesse que tout va mal et que la Terre va disparaître. Et donc, qu'elle ait des problèmes personnels importants, et sa mère a fait quelque chose de très mal. Elle a révélé tout son dossier psychiatrique dans un de ses livres, la maman de Greta Thunberg. Donc oui, Greta Thunberg, on sait bien quelles sont ses difficultés, les épisodes de mutisme, sa dépression grave, ses troubles alimentaires graves, etc., etc. Donc on connaît ces difficultés-là, mais c'est pas parce qu'elle a de graves problèmes et qu'elle est très 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 malheureuse sur Terre qu'elle doit rendre tous les gamins malheureux. Donc si on ne fait pas contrepoids face au discours de Greta Thunberg, il y a des gamins qui vont se flinguer. On voit déjà, et moi j'en vois beaucoup, des gamins qui disent qu'ils ne veulent pas faire d'enfants parce qu'il n'y a pas d'avenir sur Terre et qui sont très inquiets. Il y a 25% des jeunes Australiens qui pensent que la fin du monde arrivera avant qu'ils soient adultes. Donc on est dans une situation grave où on est en train de convaincre les gamins que la fin du monde est au coin de la rue. Donc oui, je m'oppose à ce discours-là, et je vois la difficulté d'expliquer aux jeunes que Greta Thunberg ne dit pas la vérité et tient un discours catastrophiste, et qu'il ne faut pas y adhérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une conscience écologique, mais Greta Thunberg a tort. C'est pas parce qu'on a des problèmes psy qu'il faut convaincre tout le monde que le monde est noir. Voilà. Donc ma position par rapport à Greta Thunberg, elle est très 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 ferme. Je considère que Greta Thunberg est dangereuse, comme Yves Cochet est dangereux quand il explique qu'il va bientôt rester 300 millions d'individus sur Terre, l'ancien ministre de l'Environnement, et quand il explique qu'il faut interdire à Renault et Peugeot de fabriquer des voitures parce qu'il faut plus fabriquer que des calèches. Oui, ces gens sont dangereux, ces gens paniquent tout le monde, mais on pourrait dire la même chose de Pinson-Charlot, la sociologue du CNRS, qui explique que il y a 3,5 milliards de personnes qui vont mourir dans les années qui viennent. Ces discours sont des discours catastrophistes que je juge très dangereux. Alors pour Raoult, c'est autre chose. Raoult a fait des études absolument catastrophiques sur le plan méthodologique. Il a convaincu l'opinion de l'efficacité de son traitement alors que la chloroquine n'a aucune efficacité prouvée à ce jour. Il est devenu un vrai gourou. Et comme tous les gourous, il est adoré sur une base irrationnelle. Et cette évolution de la médecine m'inquiète beaucoup. Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est de voir que l'opinion, finalement, lui pardonne toutes ses erreurs d'analyse. Il avait commencé par dire que ce serait moins grave que la trottinette. Il a juré que jamais le virus n'atteindrait l'Europe,
qu'il fallait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui mouraient. Puis il a expliqué que la chloroquine allait faire de la Covid-19 la maladie respiratoire la plus facile à traiter de l'histoire de la médecine. Puis il a expliqué qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Puis il a expliqué que le virus avait muté en plus dangereux, puis muté en moins dangereux, puis à plusieurs reprises qu'il n'y aurait jamais de vaccin efficace et que c'était totalement inutile de chercher un vaccin contre la Covid. Il s'est planté sur toute la ligne. Mais plus il se trompe, plus il est adoré par son fan club. C'est assez fascinant. Mais c'est pas parce qu'il est adoré par une partie importante de l'opinion qu'il ne faut pas lutter contre cette évolution obscurantiste de la médecine. C'est là où je dois te poser rapidement, Laurent, te mettre en pause. C'est pas plus simple ou plus cool en tant que personne pour lui de se dire, en fait, j'ai une fanbase qui m'adoube, nonobstant, peu importe ce que je vais dire, finalement, plutôt que se mettre dans la position de Laurent Alexandre, qui va se dire Greta Thunberg, professeur Raoul, c'est pas politiquement correct en ce moment de se mettre en opposition, mais je m'en fous, j'y vais. Et j'y vais à fond, quoi. Et ouais, mais je pense, est-ce qu'il y a... je pense que se faire aimer en disant que la Terre est plate, c'est pas bien. Et donc, moi, je préfère qu'on me déteste en disant que la Terre est ronde, plutôt que d'être adoré en mentant sur la réalité scientifique. Donc voilà, là, Okay. être détesté, je m'en fous, et j'aurais beaucoup de dégoût à être aimé en prenant des positions charlatanesques, des positions sectaires, des positions anti-scientifiques, et en cela, la dérive de Raoult et des gens qui l'entourent est catastrophique à mes yeux. Ce que dit Perron, dont la dérive est terrifiante, ce que dit Montagnier, hein, qui est présent, très présent sur ces dossiers en racontant n'importe quoi sur la fusion du virus du sida et du virus de la Covid-19, et sur le fait que les antennes 5G ont favorisé la propagation du virus. Tous ces discours sont scandaleux, ils sont très mauvais pour l'opinion, ils favorisent le complotisme, et puis ils conduisent l'opinion à adorer des torchons complotistes dégoûtants comme a été Hold Up. Évidemment, moi j'essaie de voir plus aussi d'un point de vue personnel deux choses là-dessus. C'est donc la science se trompe de temps en temps, on est d'accord ? Mais bien sûr, la science progresse par remise en cause et elle avance grâce à des bonnes méthodologies. Mais quand des gens ont des méthodologies pourries, des fausses méthodologies, comme a fait Raoult avec son essai clinique pourri, eh bien, on fait reculer la science. La science peut se tromper, mais la science, il y a une chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Elle a le droit de se tromper et d'avancer vers la vérité progressivement. Mais la science n'a pas le droit d'utiliser des méthodes obscurantistes, sectaires, anormales, mensongères pour affirmer des choses fausses. Ça, la science n'a pas le droit. Et donc, le refus des méthodologies universelles d'évaluation du médicament par Raoult, ça, c'est très, 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 très mal. Et je voudrais juste rajouter un point. Je t'en prie. Parce que les auditeurs ne se rendent pas compte de l'importance d'avoir des essais randomisés avec une méthodologie rigoureuse. Jusqu'en 1989, on savait que la principale cause de mortalité quand on fait un infarctus du myocarde, ce sont les troubles du rythme cardiaque. Les troubles du rythme ventriculaire, les fibrillations ventriculaires, qui tuent très fréquemment les malades. Et on a des médicaments pour réduire les troubles du rythme cardiaque, qu'on appelle les antiarythmiques. Et comme la première cause de mort chez les infarctus, c'était les troubles du rythme, il était logique de donner des médicaments contre les troubles du rythme, donc des antiarythmiques, aux malades qui faisaient un infarctus. Il y avait un consensus mondial de tous les cardiologues sur Terre pour dire qu'il était bien de donner des antiarythmiques aux patients qui faisaient des infarctus du myocarde. Et l'infarctus est la première cause de mortalité dans les pays développés. Et puis, on n'avait pas fait d'essai pour valider ça parce que c'était tellement évident que tout le monde était persuadé que c'était pas la peine de faire un essai randomisé. Donc, tout le monde avait la position de Raoult par rapport à la chloroquine. Il n'est pas nécessaire de faire un essai aux standards internationaux de qualité pour valider un médicament. Et puis, en 88-89, il y a quelques cardiologues qui, quand même, ont dit il faudrait qu'on vérifie cette hypothèse et il faudrait qu'on fasse un essai clinique.
Et donc, il lance, contre l'avis de la quasi-totalité des cardiologues mondiaux, un essai clinique avec antiarythmique versus placebo, en double aveugle, randomisé, selon la procédure que refuse Raoult, dans l'infarctus du myocarde. Et donc, on prend plusieurs milliers de malades, on les tire au sort, à la moitié, on donne un placebo, et à la moitié de ces patients faisant un infarctus, on donne un antiarythmique. Catastrophe! En réalité, les antiarythmiques, au lieu d'améliorer la situation des infarctus, multipliaient par 2,7 la mortalité des malades. Et si on n'avait pas fait cet essai randomisé, selon la méthode que refuse Raoult, on ne s'en serait jamais rendu compte. Donc, quand on ne fait pas d'essai randomisé, ce qui est la proposition de Raoult, de refuser les essais randomisés en double aveugle, en réalité, on fait prendre beaucoup de risques à nos malades. Et cette histoire des antiarythmiques dans l'infarctus, dont on estime qu'elle a tué 60 000 malades rien qu'aux États-Unis, c'est-à-dire plus que la guerre du Vietnam, doit rester en mémoire. Il faut toujours évaluer les médicaments selon les procédures internationales, selon les standards de qualité internationaux, parce que quand on ne le fait pas, on peut faire des grosses bêtises et tuer nos patients, parce que l'intuition médicale, elle tue bien souvent. Et c'est bien l'intuition médicale des cardiologues qui a tué ces 60 000 malades aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que toi, tu prends pas de position sur des intuitions. Je m'en tamponne. En fait, ma question, je m'en tamponne. Mon intuition va tuer. Ce que l'histoire de la médecine nous a appris, c'est que l'intuition médicale tue. Mon intuition médicale va tuer. La seule chose qui compte, ce sont les essais cliniques aux standards internationaux. Tout le reste, c'est faire prendre des risques majeurs aux malades. Et c'est en cela que la position de Raoult et des gens qui le suivent, de son fan club, est insensée. Ma question de fond autour de ça, sans rentrer dans ces détails que je connais moins et que j'ai moins étudié que toi, évidemment, étant, est-ce que par moment, te mettant en opposition à des personnes comme ça, tu n'as pas peur, j'ai l'impression que tu n'as pas peur, mais tu ne risques pas en tout cas de passer pour un couillon parce que à la fin, tu vas mettre en avant des choses qui n'auront pas été vraies. Est-ce que, je reprends par exemple, finalement, on arrive à faire un essai randomisé et puis Raoult a raison sur la chloroquine. Très bien. Je change d'avis le lendemain matin. Je change d'avis. Mais tu diras pas le lendemain matin. Ouais. Le jour où on sort une étude qui montre que la chloroquine marche, avec des standards internationaux de qualité, je change d'avis le lendemain matin, évidemment. Et j'en serais très heureux. Et je serais enchanté que la chloroquine marche. On n'aurait pas 1,5 million de morts déjà. Si la chloroquine marchait, on aurait 0 mort. Donc, je serais enchanté que la chloroquine marche. Enchanté. Et bien évidemment que je changerais d'avis le lendemain d'un essai clinique randomisé versus placebo en double aveugle. Évidemment, et j'en serais enchanté. Moi, je n'attends que ça, la démonstration que la chloroquine marche. Sauf que toutes les études randomisées ont montré que ça ne marchait pas. Et que si ça marchait, ça se saurait parce que on n'aurait pas autant de morts. Et le président Valéry Giscard d'Estaing ne serait pas mort. On est le lendemain quand on enregistre du décès de VGE. Non, moi, ce qui m'inquiète pour toi, en fait, c'est d'accepter, ou je ne sais pas comment tu fais, d'être autant... parce que tu prends mais tellement cher sur les réseaux sociaux. Mais ça, et en plus, je m'en fous. Et puis, c'est rien par rapport à ce qu'a pris un Raymond Aron quand il s'opposait à Pol Pot, s'opposait à Staline, quand il expliquait à Sartre que Staline n'était pas le plus grand héros du XXe siècle, mais un tortionnaire. Donc franchement, par rapport à la violence politique des années 50 et 60, quand Sartre proposait qu'on exécute les opposants au communisme, expliquait que Robespierre n'avait pas tué assez, cette époque où beaucoup de gens disaient que Mao était trop tendre et ne faisait pas suffisamment d'exécutions, cette époque folle où le plus grand intellectuel français du début des années 80, avant de mourir, Michel Foucault, a expliqué son adoration pour le régime des mollahs, l'ayatollah Khomeini et l'Iran intégriste religieuse. Par rapport à cette époque-là, la violence politique est beaucoup plus faible. Et donc, finalement, c'est pas grand-chose. Je ne me compare bien évidemment pas du tout à Raymond Aron, qui est un de mes héros et quelqu'un que j'admire
profondément, hein, je ne suis pas du tout à sa hauteur, mais par rapport à ce que cette génération d'intellectuels humanistes a subi de la part des staliniens, franchement, aujourd'hui, les petites bisbilles sur les réseaux sociaux, ça n'est pas grand-chose. Même si dans Hold Up, on explique que Hitler était plus gentil et plus doux que moi. Par moment, quand je te lis sur Twitter, j'ai quand même l'impression que à l'inverse, il y a un petit côté masochiste. C'est que ça te fait quand même un peu marrer et ce débat. Il y a des gens à qui tu réponds où tu te dis mais pourquoi il répond à ce truc en fait et je pense il mériterait peut-être pas de... En réalité, moi je suis d'accord avec Tristan Mendès France et Rudi Reichstag, qui sont les deux principaux anticomplotistes avec Gérald Bronner en France. Je pense qu'il faut aller au combat. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Raymond Aron aurait dû se taire et aurait dû laisser Sartre raconter que l'URSS était un pays magnifique où la liberté de la presse était plus importante qu'en France. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut laisser les complotistes raconter que la Terre est plate et raconter qu'il y a un complot mondial et que le virus de la Covid-19 a été fabriqué en laboratoire pour tuer les pauvres. Donc, je pense qu'il faut combattre Hold Up, il faut combattre les complotistes, il faut combattre les gens qui diffusent des idéologies mortifères et très dangereuses, qui vont favoriser les extrêmes et qui vont démoraliser la population. Donc non, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il est plus confortable de ne pas combattre. Je pense que c'est un combat politique contre le complotisme, contre l'antiscience, contre l'obscurantisme, et que c'est un beau combat politique. Bien sûr, ce serait plus confortable pour moi de vivre sans me faire engueuler par les complotistes, et je me fais même pas mal insulter par les proches de QAnon en ce moment. Les proches de QAnon ont fait quelques papiers absolument ignobles sur moi ces derniers mois, profondément antisémites, rappelant avec délectation... Des papiers ou toi antisémite? Non, des papiers antisémites, décrivant avec délectation tous mes amis juifs et expliquant que je suis manipulé par le lobby juif. Donc tout ça n'est pas très agréable. Et je crois qu'il faut combattre cette mouvance complotiste, il faut combattre l'entrée de QAnon en France. Hein. Moi, il y a 2-3 ans, je n'imaginais pas une seconde que QAnon pourrait arriver en France, et c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont proches de QAnon. D'ailleurs, dans Hold Up, plusieurs des gens qui interviennent dans Hold Up sont proches de QAnon, ce qui est terrifiant pour moi. Et donc non, il faut combattre au contraire. Et si on se fait insulter au passage, c'est pas très grave. Et ce n'est pas la première fois que les humanistes se font insulter par les extrémistes. Donc, en fait, à un moment, je me demandais si ça ne glissait pas sur toi. En fait, non, ça glisse pas. Ça te donne envie de répondre et de te battre. Quand on écrit tout ça, quand on te répond, mais ça t'empêche pas de dormir. Quand je vois les saloperies qu'on raconte sur Bill Gates, ça me démoralise un peu. De penser que Bill Gates, qui a consacré 99% de sa fortune à la santé publique dans les pays pauvres, est traité par les complotistes de salauds qui met des puces électroniques pour manipuler la population. Quand je vois tous les gens qui expliquent que ces vaccins tuent, qu'il fait du mal aux populations pauvres, ça me donne envie de gerber. Et j'en suis très triste parce que pour moi, Bill Gates est le plus grand héros du XXIe siècle. Ce qu'il fait est remarquable. Et je suis navré que des salopards bousillent son image en racontant des horreurs alors qu'il consacre sa vie à aider les plus pauvres, les plus faibles, les plus malades, les plus fragiles. Okay. C'est un exemple pour toi? C'est quelque chose que tu voudrais suivre? Bill Gates, c'est l'exemple absolu. Je le répète, Bill Gates est à mes yeux le plus grand héros du XXIe siècle. D'ailleurs, c'est le titre d'un de mes articles dans Le Monde. Bill Gates, le plus grand héros du XXIe siècle. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'a fait Bill Gates en matière de santé publique dans le monde. C'est absolument extraordinaire. Il mérite un respect universel. Au lieu de ça, on lui crache à la gueule. Les complotistes sont des pourris. Et toi, personnellement, c'est un exemple à suivre, je ne sais pas, financièrement, sur... moi, je le répète, ce que fait Bill Gates, je trouve ça remarquable. Et je pense que Bill Gates a raison. On doit tous s'investir davantage
dans la santé publique, dans la défense des populations faibles, dans l'innovation destinée aux populations les plus faibles. On s'est moqué de lui sur sa recherche en technologie permettant d'améliorer les latrines pour diminuer les infections dans les pays pauvres, notamment en Afrique. Mais c'est vrai qu'il y a encore des centaines de milliers de morts dans les pays du tiers-monde à cause de l'eau souillée par les latrines. Et donc, je trouve remarquable qu'un mec qui vienne de la tech s'intéresse aussi à des sujets très low-tech, mais qui tuent des centaines de milliers de jeunes sur Terre, chaque année. On a parlé enfin, je partage tout ça, je suis un admirateur sans borne de Bill Gates. On a parlé du principe du politiquement correct. Je voudrais parler un peu j'ai révélé la suite du principe de précaution. Si juste je te lance ce terme comme ça ici, ça t'inspire quoi? Quel terme? Le principe de précaution. Le problème du principe de précaution est mal posé. On peut pas avoir un principe de précaution universel, sinon il n'y a plus d'innovation. L'aspirine tue chaque année plusieurs Français par choc anaphylactique. Tous les médicaments ont des effets secondaires. Les chimiothérapies anticancéreuses sauvent des milliers de malades, mais elles ont des effets secondaires graves. On peut mourir pendant une opération chirurgicale. On peut mourir pendant qu'on a un scanner si on fait une allergie gravissime aux produits de contraste, ce qui est très rare, mais ça peut arriver. C'est exceptionnellement rare, mais il y a des gens qui meurent pendant une anesthésie générale. Donc on est toujours dans un arbitrage entre l'avantage d'une technologie et ses inconvénients. Donc le principe de précaution, si on ne met pas en avant, si on ne met pas dans la balance par rapport aux risques, les avantages des technologies, nous conduirait à retourner dans les cavernes. Hein. Il est clair qu'un couteau peut servir à tuer quelqu'un. Il est clair qu'avec des produits agricoles, on peut fabriquer une bombe. Et les extrémistes s'en servent, hélas, trop souvent. On a toujours un équilibre entre l'avantage et les inconvénients d'une technologie, et les avantages et les inconvénients étant délicats à mettre en balance et à connaître à un moment donné, parce que il y a des avantages d'une technologie qui arrivent plus tard, et puis des inconvénients aussi. On sait bien que le téléphone a été inventé pour transmettre la musique de l'opéra à domicile, et quand on a inventé les téléphones, personne n'imaginait que ça pourrait servir à communiquer entre individus. Quand le web a été inventé, personne n'imaginait que ça aurait une déclinaison au grand public au-delà de l'utilisation première qui était de ranger les dossiers au CERN de Genève. Donc, c'est une dynamique, c'est une dialectique qui est mouvante, qui bouge beaucoup dans le temps. Et en constitutionnalisant le principe de précaution, on oublie tous les avantages de la technologie. Et puis, on oublie aussi que derrière la technologie, il y a de la géopolitique et que le retard que prend la France dans les grandes technologies devient absolument affolant. En matière d'OGM, en matière d'énergie, en matière informatique, la France prend un retard qui est énorme. On le voit d'ailleurs en ce moment. Le géant national pharmaceutique français Sanofi est très en retard sur le vaccin contre la Covid-19. Sanofi, qui est un des géants mondiaux du vaccin, n'a pas réussi à aller aussi vite que Pfizer et puis Moderna. C'est une claque dans la gueule pour les Français immense. On ne se rend pas compte, mais des batailles perdues comme ça, on en a beaucoup. L'arrivée des nouvelles technologies à partir d'ARN messager n'ont pas été développées en France parce que en France, tout ce qui tourne autour des OGM au sens large du terme est tabou. Et donc nous a fait prendre du retard dans les technologies génétiques de façon catastrophique. Hein. Et c'est bien la législation française contre la génétique qui explique le retard de Sanofi dans la mise au point du vaccin, puisque Sanofi n'a pas développé les technologies à ARN messager comme les sociétés les plus innovantes que sont Pfizer et BioNTech et puis Moderna. Donc tout ça basé sur le principe de précaution, justement. Oui, bien sûr, parce que la France est sortie du marché de la génétique. Le retard que la France a pris en génétique est catastrophique. Les OGM sont interdits et c'est complètement débile, c'est d'un obscurantisme absolument catastrophique et je n'ai pas de conflit d'intérêt quand je dis ça, je ne suis pas actionnaire des fabricants d'OGM.
Mais c'est catastrophique. Et aujourd'hui, le retard technologique que prend la France est énorme. Les Français ne le savent pas, mais un pays comme la Corée du Sud dépense beaucoup, beaucoup plus en recherche que la France. La France est en train de décliner, de sortir des principales nations scientifiques. Elle se fait dépasser et l'Asie prend un leadership que l'Europe est en train d'abandonner, et en particulier la France. Valéry Giscard d'Estaing vient de mourir. Du temps de Valéry Giscard d'Estaing, la France était en croissance technologique. Elle était C'est paradoxal. Elle était plus avancée que l'Allemagne. La France était technologiquement plus forte que l'Allemagne. La France était une grande puissance technologique sous Giscard. Et puis progressivement, à partir de Mitterrand, la France a abandonné la technologie. Elle n'a plus jamais eu de président ingénieur. Hein. Le dernier scientifique à l'Élysée, c'est Giscard, qui était polytechnicien et qui connaissait très, 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 très bien la technologie. Et même à la veille de sa mort, il s'intéressait énormément à toutes les nouvelles technologies, y compris à la génétique, à la biologie, à l'Internet. C'était vraiment un homme extraordinaire. Donc aujourd'hui, cette fascination pour la décroissance, pour le principe de précaution, pour l'anti-science, est en train de faire sortir la France de l'histoire technologique et de l'histoire tout court. Alors, c'est pas paradoxal. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu me dis, par exemple, en parlant de Greta Thunberg, que on voit une sorte de barrage, de mur, et de ces jeunes Australiens, plus largement, mais un avenir radieux. Et toi, tu te bats contre cet obscurantisme. Et à la fois, quand je t'écoute sur pas mal de sujets, alors notamment au niveau de la France, là pour le coup, hein, moins d'un niveau global, tes propos sont angoissants, très très. Est-ce qu'il y a quand même quelques lueurs, quelques lueurs bleues, quelques coins de ciel ou de soleil pour les Français? Moi, je suis pas très inquiet. Si on continue, on va continuer à décliner. Mais le déclin est inévitable. La France ne croit plus à une croissance nulle. Une partie importante de la population souhaite la décroissance, c'est-à-dire le recul technologique, scientifique, économique. Donc, les Français attendent ce recul et cette décroissance. Et ils sont convaincus que c'est nécessaire par les collapsologues catastrophistes. Donc, si on continue à bloquer toutes les nouvelles technologies, et si on décroît, il est certain que nous serons une colonie technologique dans les décennies qui viennent, oui. Quel est l'exemple à suivre là-dessus? La Corée du Sud. La Corée du Sud montre qu'un pays peut, en investissant massivement dans la technologie, gagner des places très vite. Mais la Corée du Sud dépense presque 5% de sa richesse nationale en recherche, alors que la France n'est qu'à 2,21%. Ok. Je voudrais revenir un tout petit peu. Alors, tu es aussi connu pour tes connaissances ou ta prospective sur le transhumanisme. J'écoutais récemment chez un podcasteur américain qui s'appelle Tim Ferriss, Yuval Noah Harari, quand il lui posait la question de l'avenir du monde et des menaces qui arrivaient, il mettait plusieurs choses en avant. Il disait, d'une part, il y a alors la menace la plus immédiate, ça reste le nucléaire, même si on a tendance à l'oublier. Il dit, bon, ça peut aller très vite, surtout dans une période politiquement instable. La menace suivante, parallèle, étant le climat. Il dit, même si des gens qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voilà, on n'a pas envie de tout ça. Et la troisième, c'est la transformation de l'homme. Et c'est quelque chose qui, selon lui, va arriver forcément. Et il dit, en gros, les deux premières menaces, que ce soit le nucléaire ou le climat, on en a tous à peu près conscience, même si on ne croit pas forcément, on peut se dire que le climat, des choses vont s'arranger, mais on n'a pas envie que ça arrive, et si on arrive à prouver certaines choses, on va se battre contre, et voilà. Et le problème de la troisième menace, entre guillemets, c'est qu'il dit, en fait, on ne sait pas exactement ce qui va nous arriver. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour investir massivement dans l'intelligence artificielle, dans potentiellement le dialogue entre l'homme et la machine. Il dit à un moment, ça veut dire, selon lui en tout cas, que l'homme et la machine ou la machine va remplacer ou transformer l'homme dans un horizon 100 ou 200 ans, à peu près certain. Qu'est-ce que tu penses? Oui, alors moi, je ne crois pas à ce scénario à la Frankenstein. En revanche, et d'ailleurs, c'est l'un des thèmes de mon dernier bouquin, Jouissez jeunesse.
il faut qu'on assume de réguler et d'organiser Homo Deus. L'homme devient Dieu, l'homme devient Homo Deus, et il faut en prendre acte. Et donc la régulation des pouvoirs divins, des pouvoirs démiurgiques de l'humanité, c'est le grand enjeu des prochains milliards d'années. Et il va falloir qu'on regarde les choses en face. On fait comme si Homo Deus n'arrivait pas, mais Homo Deus arrive. Nous n'allons pas oublier la technologie nucléaire, militaire. Nous n'allons pas oublier les nanobiotechnologies. Nous n'allons pas oublier la génétique. Nous n'allons pas oublier l'informatique. Nous n'allons pas oublier l'ordinateur quantique. Nous n'allons pas oublier l'intelligence artificielle, la robotique et les neurosciences. Donc nous devons assumer notre pouvoir sur la nature et sur notre nature humaine, avec des conséquences vertigineuses sur notre dignité, bien sûr, notre dignité humaine qui est bouleversée par cette évolution technologique, et il faut qu'on se jette dans le bain. Donc la régulation, la gestion d'Homo Deus va être un enjeu immense, et on ne peut pas fermer les yeux sur l'enjeu comme si le sujet n'existe pas. Le sujet est sur la table. Réguler Homo Deus va nous prendre quelques milliards d'années. Notre toute-puissance doit être régulée. Et ça n'est pas très simple. De domestiquer des pouvoirs démiurgiques, ça n'est pas simple. Et nos pouvoirs démiurgiques ne vont pas s'arrêter demain matin. La conquête du cosmos va se développer dans les prochains milliards d'années. Notre maîtrise sur notre génétique, sur notre identité biologique, sur notre cerveau vont être massifs. Nous allons partiellement nous hybrider avec des machines, et on a commencé à le faire avec nos téléphones portables, même si c'est pas une hybridation directement branchée sur notre cerveau, c'est une hybridation partielle. Donc tous ces enjeux-là doivent être assumés, et le discours sur la décroissance et le discours à la Greta Thunberg nous font oublier. Alors, soit dit en passant, Homo Deus va bien sûr réguler le climat, va faire de la géo-ingénierie. Il serait très naïf de penser qu'on ne va pas chercher à modifier le climat par des manipulations de géo-ingénierie dans les décennies qui viennent. Et là encore, ça va devoir être régulé. Il va falloir que le droit international régule les modifications du climat par l'homme. Et ça va pas être simple, parce que si on fait un référendum mondial sur les 8 milliards d'habitants sur Terre, eh bien les gens vont choisir un climat beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Parce que des gens qui habitent dans les contrées froides, il y en a très peu. La Russie, le Canada, l'Europe du Nord, la Scandinavie, donc c'est très peu de monde. La plupart des gens vivent dans des zones trop chaudes. En tout cas, la plupart des gens souhaiteraient que la température moyenne sur une année soit inférieure à ce qu'elle est. Et donc, si on faisait un référendum mondial, compte tenu de la population énorme en Chine du Sud, en Inde, au Pakistan, et puis en Afrique, l'Afrique noire va représenter 4 milliards d'habitants bientôt, eh bien, on aurait une revendication probablement d'une baisse de la température de 5 à 7 degrés, ce qui conduirait les glaces jusqu'à Paris, enfin entre Bruxelles et Paris, et qui conduirait à ce qu'il fasse un bien meilleur climat, bien sûr, au Mali et au Tchad, mais qui rendrait la vie un petit peu invivable au Canada et en Europe du Nord. Donc, de réguler les manipulations futures du climat ne va pas être simple. Qui va tenir le thermostat? C'est pas simple. Et je le répète, un référendum mondial, c'est-à-dire une démocratie mondiale sur le climat, serait catastrophique pour les Scandinaves qui seraient obligés de déménager parce que le pôle Nord descendrait bien au-delà d'Oslo et de Stockholm. On n'a pas le choix. Donc il faut qu'on commence à réguler Homo Deus et qu'on arrête de se lamenter avec les collapsologues. Donc le problème n'est pas de retourner dans les grottes, c'est d'assumer un pouvoir démiurgique que nous n'allons plus jamais quitter et qui va ne faire que s'accentuer dans les prochains milliards d'années. Très bien. Alors tu vois l'homme dans les prochains milliards d'années, toi, se projeter dans les prochains milliards d'années. Si on voit pas l'homme dans les prochains milliards d'années et qu'on pense que l'humanité va disparaître dans 100 ans, on se flingue tout de suite. L'aventure humaine n'a de sens que si elle dure. Et je partage ce que disait Darwin. L'aventure humaine n'a d'intérêt que si l'univers ne meurt pas. Si l'univers doit mourir un jour, le sens de l'aventure humaine est beaucoup diminué. En tout cas, il ne restera pas de trace de l'humanité si l'univers devait mourir un jour. Même si cette mort est assez lointaine, puisqu'on estime qu'elle devrait arriver vers Gogol année, c'est-à-dire 10 puissance 100 années. Mais comme tu le sais, les transhumanistes pensent qu'il est possible, grâce à la technologie, d'empêcher la mort de l'univers. Et ce pouvoir démiurgique, l'homme ne veut pas mourir, notamment.
C'est l'une Est-ce des que, est-ce que, revendications. La mort de la mort est l'une des revendications. Mais la mort de la Mhm. mort, c'est un problème anecdotique. Alors d'abord, la mort de la mort n'est pas pour tout de suite. Et il est probable qu'on ne va pas trouver des moyens d'augmenter significativement la durée de vie humaine avant 2050, 2070. C'est-à-dire pas pour ma génération. Mais le recul de la mort, ce qu'essaie de faire Calico, la filiale à 100% de Google qui est destinée à euthanasier la mort, tout ça correspond à un vieux désir de ne pas mourir. C'est vrai que les hommes veulent moins mourir, moins vieillir et moins souffrir. Cette revendication va être universelle et va augmenter dans le futur. Il y aura une demande d'un droit opposable à ne pas mourir dans quelques milliers d'années. Ce sera considéré comme un droit de l'homme de pouvoir vivre très longtemps. De même qu'il y aura un droit opposable à l'intelligence. Dans le futur, on utilisera les neurosciences pour égaliser les capacités cognitives et il y aura, oui, un droit opposable à l'intelligence comme il y a aujourd'hui un droit opposable au logement. Ce que l'on accepte aujourd'hui, les différences de capacités intellectuelles très fortes entre individus, on ne l'acceptera pas dans le futur. On trouvera aussi dégueulasse ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire d'accepter d'énormes inégalités intellectuelles à l'intérieur de la population. On trouvera ça aussi dégueulasse que ce que faisaient les aristocrates de 1750 qui acceptaient d'énormes inégalités avec des gamins pauvres qui crevaient dans la rue. Donc, nos normes morales vont changer et ce qui aujourd'hui est considéré comme acceptable, mourir ou les inégalités intellectuelles, sera jugé inacceptable et immoral dans le futur. Je voudrais revenir sur, on n'a plus beaucoup de temps, quelques points avant de te poser mes dernières questions relativement habituelles sur ce podcast. Tu as parlé de la... On est déjà à 1h46, donc on peut pas dire Oui, qu'on a eu c'est beaucoup pour de ça. temps. C'est pour ça, on a eu beaucoup de temps, j'en suis ravi, je te remercie. Mais tu as parlé de ta mémoire et que tu entraînais ta mémoire. Tu as parlé à plusieurs reprises de ta mémoire. Tu as aussi dit à un moment, tu as évoqué ta mémoire photographique sur tes données, sur Doctissimo, plutôt aussi dans tes études. On sent que c'est quelque chose qui revient en fil rouge. Ma fille de 8 ans m'a posé un peu la question récemment, mais et elle le fait très bien. C'est un exemple, évidemment. Ma fille, je lui ai déjà déclaré ma flamme sur ce podcast, je ne vais pas le refaire, mais m'a posé la question un peu, ça sert à quoi d'apprendre tous ces poèmes, sachant que enfin, vous les apprenez plus, et puis en gros, maintenant, on les trouve sur Google en 2 secondes, quoi. Et alors, je te repose pas cette question, j'ai l'impression que toi, tu as cette forme de rigueur, en tout cas de gymnastique intellectuelle, tu t'imposes, si j'ai lu entre les lignes, tu t'exerces Non, j'ai une non mémoire, mais je m'exerce implicitement. C'est-à-dire comme j'apprends beaucoup de choses, j'entretiens un petit peu ma mémoire, même si maintenant j'ai 60 ans et ma mémoire a beaucoup baissé par rapport à la mémoire photographique que j'avais jadis. Mais pour l'instant, en attendant mon Alzheimer et mon pré-Alzheimer, j'ai encore une mémoire acceptable. Mais je considère que d'avoir une bonne mémoire et de faire l'effort d'apprendre des choses, même quand c'est sur Google, est fondamental. Parce que si on veut avoir un raisonnement construit, on peut pas, dans une discussion, aller 1000 fois sur Google par heure. Donc, il faut bien avoir une base documentaire dans sa tête pour aller plus vite et pour raisonner plus vite. Donc, C'est un l'externalisation. don Comment? C'est un don ou ça se travaille? Il y a oui, il y a une part un peu innée sur la mémoire. Il y a des gens qui ont des troubles de mémoire d'origine génétique. Il y a des gens qui sont hypermnésiques. Donc oui, il y a une dimension génétique. Et puis il y a une petite dimension d'entraînement quand même. Quand on fait beaucoup d'études, quand on s'efforce de retenir les choses, on améliore un peu sa mémoire. Et puis quand, quand on consomme pas de hashish, on améliore sa mémoire. Quand on picole pas trop, on améliore sa mémoire. Voilà. Moi, j'ai arrêté de picoler pour ma mémoire. Moi, j'adore le vin Je bois rouge. plus du tout. Je, 0,20. je ne bois plus. Je ne bois plus pour préserver ma mémoire parce que toutes les études montrent que de boire à mon âge entraîne une baisse forte de la mémoire par rapport aux gens qui ne boivent pas. Et donc, et ça a été un gros sacrifice. Mais il y a quelques années, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Genre, je bois une coupe de champagne et un verre de pinot noir de temps en temps. Hein. Mais j'ai arrêté de boire pour ma mémoire.
Je peux encore à 40 ans ou même là, il faudrait que je. Non, mais moi, je ne suis pas prosélyte, hein, donc je n'impose pas mes régimes de vie aux autres. Moi, je ne suis pas un apprenti dictateur. Je ne suis pas un petit. Non, non, mais tu as dit à mon âge, donc j'ai un peu d'espoir. Et mes objectifs sont universels et doivent être imposés à tous les autres. Mais moi, à titre personnel, comme j'aime bien avoir un gros fond documentaire dans ma mémoire, ne pas abîmer ma mémoire par l'alcool m'a paru logique, même si ça a été un sacrifice. Je n'étais pas alcoolique, hein, mais j'étais un amateur de vin. Tu as dit à mon âge, donc du coup, moi, je me dis, il me reste peut-être 10 ou 15 ans pour boire un petit peu, quoi. Mais, très bien. Comment est-ce que tu progresses ? Je ne progresse plus. Je suis déjà en déclin cognitif, comme tout le monde à mon âge. Alors, on l'est plus ou moins, mais je suis déjà sur la pente descendante. Donc aujourd'hui, je ne cherche pas à progresser, je cherche à ralentir les chutes. C'est la dernière station avant l'autoroute de l'Alzheimer. De toute façon, même les gens les plus extraordinaires finissent par décliner, hein, et moi je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire sur le plan intellectuel. Hein. Je suis pas comparable aux grands intellectuels exceptionnels qui existent. Je pourrais prendre ça pour de la fausse modestie. Non, je le pense vraiment. Par rapport à un Jacques Monod, à Aron dont on parlait tout à l'heure, je suis vraiment un crapaud et je le pense très 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 sincèrement. Mais donc même les plus grands baissent, et j'en fais pas partie. Valéry Giscard d'Estaing, qui était un homme extraordinaire et pour lequel, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une grande admiration, et il était moins exceptionnel sur le plan intellectuel depuis quelques années. Donc la gestion de son déclin cognitif quand on vieillit est un énorme problème. Comment on essaie de le ralentir ? Comment on assume d'être moins intelligent, d'avoir moins de mémoire, de comprendre plus lentement les choses, d'avoir du mal à apprendre des choses nouvelles, d'avoir du mal à comprendre les nouvelles technologies, d'être dépassé culturellement et intellectuellement par la jeunesse et par les nouvelles tendances. Tout ça nécessite d'être résilient pour ne pas déprimer. Et il y a des gens qui dépriment à cause de leur déclin cognitif, et puis il y en a d'autres qui assument et qui supportent. Donc, du coup, on doit être inquiet d'un Joe Biden qui se fait élire aussi vieux dans la première puissance du monde. Personnellement, je préfère Biden à Trump, et puis le déni de réalité sur la fraude de Trump m'a convaincu que ce type était un sale type, un pourri, et ses dernières déclarations sur QAnon et le bien qu'il dit de QAnon m'a affolé. Donc je suis assez content que Trump parte dans les poubelles de l'histoire, même si je ne suis pas du tout certain que ça va suffire à désarmer QAnon. Juste un aspect plus technique. Où est-ce qu'on te suit, toi ? Sur Twitter principalement ? Je sais pas, tu es actif ailleurs, sur LinkedIn, si on veut te contacter, comment on fait ? Sur Twitter, dr_l_alexandre. Je mettrai le lien, évidemment. Et sur LinkedIn aussi, et sur Facebook. Ok. Si tu avais un livre à me recommander, alors le tien, évidemment, le dernier. Franchement, Jouissez jeunesse, j'aime beaucoup ce livre. Ok. J'aime beaucoup Jouissez jeunesse et j'aime beaucoup La guerre des intelligences. Et j'ai une petite tendresse sur La mort de la mort, qui ne prédit pas la mort demain matin, mais qui parle de toutes les conséquences du recul de la mort dans les siècles et les prochains millénaires. Et puis, comme livre d'un auteur tiers, moi j'aime beaucoup Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, le prix Nobel de médecine français, qui est un livre de 1970, qui a 50 ans et qui n'a pas pris une ride, qui est un livre de philosophie extraordinaire et que j'aime vraiment beaucoup. Moi je conseille aux gens de lire. Alors, il y a des choses qui se sont révélées fausses, pas beaucoup, hein, mais il y en a notamment Jacques Monod, qui est le plus grand biologiste moléculaire des années 60. L'homme qui a inventé l'ARN messager, qui a découvert l'ARN messager, qui est à l'origine des vaccins Moderna et Pfizer actuels. On est en pleine actualité. Et c'est extraordinaire parce qu'il avait dit la manipulation de l'ADN est à tout jamais impossible. Et 6 ans plus tard, 6 ans après l'écriture de son livre, en 1976, débutaient les premières manipulations génétiques sur la bactérie. C'est assez drôle de voir que ce grand biologiste
pensait en 70 qu'il était à tout jamais impossible de faire quelque chose qu'en réalité on allait faire 5 ans et demi plus tard. Ça montre un peu l'humilité que tu dois avoir, parce que après, en plus, on pourrait dire, ça pourrait anéantir tout le reste de son travail. C'est pas le cas, fort heureusement, si j'écoute ce que tu dis. Ta pire nuit blanche, on va dire professionnelle, ou en tout cas intellectuelle, je sais pas. Je dors très bien. Ok. Je prends pas de somnifère. Je m'endors en 10 secondes. C'est probablement lié au fait que quand on est interne en chirurgie et qu'on est souvent de garde, on est bien obligé d'être capable de s'endormir, y compris sur une chaise, entre 2 opérations, entre 2 malades. Donc, j'ai pas de nuit blanche. Est-ce que tu as des routines personnelles, des recettes cachées? Est-ce que, je sais pas, tu médites? Est-ce que tu Alors, la fais du méditation, sport? c'est un New Age à la con qui amuse les foufous, les gens en quête de sens, y compris Harari, mais c'est pas mon trip. Je crois pas que le cerveau humain a des besoins. Je suis pas très New Age. Tu crois pas que le cerveau humain... J'aime pas les effets de mode. Mais au-delà des effets de mode, tu crois pas que le cerveau humain, qui est sursollicité par plein de choses tout le temps en ce moment, a des besoins de... Alors peut-être que la méditation... Je pense au contraire qu'il faut maintenir son cerveau mobilisé tout le temps. Et donc l'idée sur laquelle il faut reposer son cerveau et qu'il faut je n'y adhère pas. J'ai peut-être tort, hein, c'est mon intuition. Hein. C'est pas un propos scientifique que je tiens là, hein, c'est un propos personnel. D'accord. Mais toi, tu as tu vois, je pourrais prendre, je sais pas si c'est ta forme de méditation, mais tu sais, j'ai l'impression, préserver ton temps, notamment, tu vois, dans la manière dont on a pris contact, on a mis 2 ans à organiser cet épisode. Tu m'as dit oui, je crois, il y a 2 ans. Et puis, voilà, on a l'impression que tu gères tes priorités à ta propre manière. On devait enregistrer ce matin, tu as pu enregistrer cet après-midi, donc tu as une forme de disponibilité qui me semble assez irréelle, finalement. J'ai pas d'emploi du temps et je n'ai jamais eu de secrétaire pour te dire mon agenda. Donc, je n'ai pas de réunion. Ce que je trouve horrible, c'est la vie d'un cadre dirigeant dont l'emploi du temps est rempli par ses assistantes 2 ans à l'avance et qui n'a aucun espace de liberté. Moi, mon agenda est vide. Il n'y a jamais rien dedans. Donc, je fais ce que je veux au fur et à mesure. Quand ça te chante. Quand ça me chante. C'est ma liberté. Voilà. Ça me laisse du temps pour lire, pour écrire, pour discuter. Voilà. Certaines formes de peut-être pas méditation, mais c'est peut-être justement ces gens qui se mettent ces obligations, qui ont des besoins aussi de temps libre. Si tu avais l'occasion de te murmurer quelque chose à l'oreille de toi-même quand je sais pas moi, quand tu as eu ton bac, si Laurent Alexandre pouvait rencontrer Laurent Alexandre, qu'est-ce que tu lui dirais? Rien. Et je serais heureux de refaire la même chose. J'ai fait ce que je voulais. Moi, je suis pas un Macron. Hein. J'ai pas envie du pouvoir. J'ai pas envie d'être président de la France ou président du monde. Moi, j'ai des objectifs simples que j'ai toujours eus. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Quand j'étais gamin, je voulais être entrepreneur. Je voulais créer des sociétés. J'ai toujours aimé la technologie et je suis baigné dans la technologie. J'ai toujours aimé réfléchir et donc j'ai la chance d'écrire des articles, d'écrire des livres, de faire des conférences, de discuter avec des gens que j'admire. J'ai fait les études que je voulais faire. Je voulais faire des études de gestion. Je voulais faire l'ENA et la chirurgie quand j'étais adolescent. C'était déjà un souhait. C'est très ancien cette volonté d'avoir à la fois une formation économico-littéraire et puis une formation scientifique. J'ai fait de la chirurgie pendant longtemps, de la médecine, ça m'a passionné. J'ai fait de la génétique, j'ai pu assumer mes grandes passions intellectuelles, scientifiques et non scientifiques. Donc, franchement, je suis heureux de ce que j'ai fait. Bon, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je suis triste parce que je suis j'ai devant moi un inévitable déclin intellectuel. Donc, ça va être de plus en plus laborieux de lire, de comprendre ce que je lis, de retenir, ça va être de plus en plus difficile. C'est l'âge. Il faudra que j'essaie d'être résilient. Non, si je devais,
c'est plutôt à Laurent Alexandre d'aujourd'hui que je murmurerais quelque chose à l'oreille. Essaie de ne pas devenir trop un vieux con. Essaie de ne pas trop radoter dans le futur. Essaie de rester curieux. Essaie de ne pas devenir égoïste comme tous les vieillards le sont. Voilà. Très bien. Écoute, je te remercie pour ton temps. Je crois qu'on est à 2 heures sharp, presque en tout cas, sur pas l'enregistrement, mais le temps alloué avant. Donc, on est bien. Je voudrais te dire un truc, c'est que... alors, d'une part, je suis assez admiratif de ton éloquence et ta manière de parler. Je m'étais fait cette remarque en voyant cette vidéo au Sénat. Et je me disais que j'aimerais trouver mes mots précis, pointus, aussi bien que tu le fais. Et ça, je trouve que c'est une arme incroyable. Ce qui me fait dire que je pense que... C'est le premier podcast que tu enregistres, là ? Oui. Ce qui me fait dire que je pense que tu devrais lancer ton propre podcast. en dehors. Mais non, mais c'est vrai, hein, je suis très sérieux. Je pense que tu as une arme incroyable. Alors, tu écris bien et à ta manière, tu le fais depuis longtemps. Mais je pense que vraiment... ce serait quelque chose d'intéressant pour toi d'inviter des personnes, que ce soit dans le débat ou voilà, dans des questionnements que tu admires ou avec qui tu n'es pas d'accord. C'est quelque chose que probablement j'écouterais. Donc voilà. Merci en tout cas, Laurent. J'ai été ravi d'échanger avec toi. Et on va inviter tout le monde à te suivre. Ne ferme pas la fenêtre, je vais éteindre Zencastr là. Il va y avoir un fichier qui va m'être envoyé depuis ton ordinateur et après on pourra clôturer tout ça. D'accord ? Merci beaucoup et à très bientôt. On suit tous Laurent Alexandre. Je vous remercie à tous de vous abonner à Génération Do It Yourself sur vos différents devices, que ce soit sur Spotify ou sur Apple. Il faut s'abonner, il faut laisser des notes. Alors ça, c'est principalement sur Apple et surtout des commentaires. Et voilà, ça permet de remonter dans les classements, d'avoir plein de super invités comme Laurent. Et voilà. Et puis, j'espère que ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout ne me taperont pas sur la gueule juste parce que j'ai invité Laurent Alexandre et comprendront pourquoi je l'ai fait. Et moi, j'ai été ravi de le faire, en tout cas, d'échanger avec toi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself. Salut! Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.